Cray est le chef du clan le plus puissant du monde, A Grieving Soul, et il est très respecté pour sa sagesse et son pouvoir, mais en réalité, c'est un vrai faible qui veut juste trouver un moyen de quitter son travail. Nous voyons Cray faire la queue lors d'une réunion du clan des chasseurs de trésors, et il a l'air de ne pas vouloir être là, mais il n'a pas le choix. Dans ce monde, les chasseurs de trésors sont des célébrités, car ils explorent les coffres aux quatre coins du monde et risquent leur vie contre les fantômes, le tout sans assurance maladie. C'est un travail dangereux, mais la promesse de gloire et de richesse pousse des dizaines de personnes à devenir chasseurs de trésors chaque année. Pour cela, ils rejoignent souvent un clan comme First Steps, qui est largement reconnu dans la capitale comme l'un des meilleurs qui ait jamais existé. Il s'agit d'un ensemble de groupes qui s'entraident, et s'il y a tant de gens à rejoindre, c'est parce que, à moins de s'appeler Jean Wu, il y a une limite à ce que l'on peut faire en tant que chasseur solitaire. Cray essayait d'en finir sans trop attirer l'attention sur lui, mais la fille derrière lui se met à parler et lui demande s'il est ici pour rejoindre un groupe. Cray tente de l'ignorer jusqu'à ce qu'elle s'en aille, mais avant qu'il ne s'en rende compte, elle s'est déjà avancée devant lui et se présente. Elle s'appelle Ruda et est une chasseuse de niveau 3. Elle tend donc la main à Cray, mais celui-ci refuse de la lui serrer, bien qu'il lui donne son nom. Ruda est déçue que Cray ne lui ait pas serré la main, mais elle s'en remet et commence à parler d'elle. Jusqu'à présent, elle chassait en solitaire, mais elle est tombée sur un coffre-fort appelé le repère du loup blanc, et comme elle ne pouvait pas s'en occuper seule, elle a voulu rejoindre un groupe. C'est alors que l'homme devant eux se retourne et dit à Ruda qu'elle ne devrait pas essayer de s'attaquer à des coffres aussi dangereux que le repère du loup blanc, alors qu'elle n'est encore qu'au niveau 3. Il sourit et la traite d'amatrice inexpérimentée car, même si elle est de niveau 3, elle est encore une débutante comparée aux autres chasseurs professionnels. La dispute s'envenime, Ruda se met en colère et Cray regrette de ne pas être restée à la maison pour ne pas être mêlée à cette histoire. Ruda sort ses couteaux et s'apprête à attaquer l'homme, mais avant qu'elle ne fasse quoi que ce soit, un garde s'approche et rappelle à Ruda que nous ne sommes pas dans les rues de Londres et que si elle continue, elle sera exclue de la réunion du clan. Elle se rend compte qu'elle a perdu son sang-froid pendant un moment, alors elle range ses couteaux et s'excuse pour son emportement, pendant que Cray essaie de faire comme s'il n'était pas là. Un peu plus tard, Cray arrive à la réunion du clan, et Ruda est toujours avec lui parce qu'il est la seule personne qu'elle connaisse ici. Elle est stupéfaite de voir tous les puissants chasseurs présents et se sent un peu dépassée, car elle n'a jamais mis les pieds dans un tel endroit. Elle demande à Cray s'il est déjà venu, et lui répond que c'est la 5e fois qu'il vient ici. Ruda pense qu'il doit être nul en tant que chasseur s'il doit revenir à chaque fois à la réunion de recrutement. Chez les chasseurs, le talent est primordial, et même une personne quelconque peut se faire un nom et grimper les échelons. Ruda remarque un groupe en tenue flashy de l'autre côté de la salle et interroge Cray à ce sujet. Il l'informe que le groupe s'appelle Arc Brave et que, de tous les groupes qui recrutent aujourd'hui, c'est indéniablement le plus fort. En tant que groupe, ils ont réussi une fois à terminer un coffre de niveau 7 avec seulement 6 membres, ce qui fait qu'ils sont très respectés. Si vous êtes repéré par leur chef, Arc Roden, vous êtes pratiquement assuré d'avoir une bonne carrière de chasseur, bien qu'il soit assez pointilleux sur ses critères de sélection. Ruda est intriguée par l'idée d'en savoir plus, alors elle pose des questions sur le bureau vide dans le coin de la pièce, mais avant que Cray ne puisse dire quoi que ce soit, le type de tout à l'heure s'approche et lui dit qu'il va tout lui expliquer. Ruda ne souhaite pas vraiment son aide après la dispute qu'ils ont eue à l'extérieur, mais Greg lui explique quand même. Il lui explique que le bureau appartient au groupe qui a fondé ce clan, les Griffés. Le groupe était composé de jeunes talents qui sont apparus dans la capitale il y a quelques années et qui se sont fait un nom sous le nom de The Grieving Soul, mais ce que les autres ne savent pas, c'est que le groupe légendaire est composé d'amis d'enfance de Cray. Apparemment, des rumeurs circulaient selon lesquelles le groupe The Grieving Soul recruterait aujourd'hui, mais comme leur place est vide, Greg suppose que les rumeurs étaient fausses. À ce moment-là, un gamin venu ici dans l'espoir de s'inscrire au groupe The Grieving Soul remarque qu'ils ne sont pas encore là, et il devient furieux parce qu'il pense qu'il deviendra un jour le chasseur le plus fort du monde, et que le seul groupe qui vaille la peine d'être rejoint est The Grieving Soul. Greg trouve le gamin amusant, mais Ruda n'a pas le courage de dire quoi que ce soit, car le gamin a un niveau supérieur au sien. C'est alors qu'intervient Tino, une jeune fille prête à faire taire le gamin roux par la violence, car elle est la seule à mériter de rejoindre le groupe des âmes en peine. Son partenaire tente de la calmer, car cela ne vaut pas la peine de faire une scène, même si le rouquin était vraiment ennuyeux. Pendant une seconde, on a l'impression qu'ils se sont suffisamment calmés pour éviter la bagarre, mais Greg se joint à eux avec son instigation de premier ordre, et tout d'un coup, la salle entière soutient la bagarre. Les gants sont retirés, Tino et le gamin s'affrontent. Cray sent bien que les choses vont bientôt s'agiter, et il ne veut pas être là quand ça arrivera, alors il demande à Ruda de venir dehors avec lui. Alors que le combat est sur le point de commencer, Tino a déjà l'intention de tuer le gamin pour ce qui n'était en fait qu'une vantardise, et elle appellera Saul plus tard pour qu'il s'occupe des accusations de meurtre. C'est du moins ce qui était prévu jusqu'à ce qu'elle sente une présence familière à proximité. Dès qu'elle aperçoit Cray, elle oublie le combat et fonce sur lui. Cray est pris au dépourvu par cette attaque soudaine et trébuche en arrière.
Tino se retourne nerveusement, l'appelle « maître » et lui demande s'il l'a vu perdre son sang-froid. Ark s'approche à son tour et salue Cray, qui attendait son arrivée. De toute façon, il n'aurait pas pu commencer la réunion du clan avant l'arrivée de Cray, puisqu'il est à la fois le maître du clan et le chef des âmes en peine. Tous ceux qui ne l'ont pas encore reconnu sont choqués d'entendre cela, car cela signifie que Cray doit être la personne la plus importante ici. Cependant, toute l'attention qu'il reçoit le rend malade, et il a vraiment envie de rentrer chez lui. Il y a plusieurs années, lorsque Cray et ses amis d'enfance sont arrivés dans la capitale, ils ont nettoyé tous les coffres des débutants en un temps record, mais il y avait un problème, Cray n'avait aucune idée de ce qu'il faisait. Il a été sauvé d'un monstre et ses coéquipiers ont pensé qu'il baissait intentionnellement sa garde pour servir d'appât. Il a accepté, mais il était sur le point de se faire dévorer. Ils partageaient tous le même rêve, devenir des chasseurs exceptionnels, mais contrairement aux 5 autres, Cray était exceptionnellement ordinaire. Il savait que tôt ou tard, il ne serait plus qu'un fardeau pour le groupe, et il ne voulait pas que ses amis lui en veuillent pour sa faiblesse, alors il décida de quitter le groupe de lui-même. Cependant, lorsqu'il a essayé de démissionner, il a fini par être nommé chef du groupe. C'est ainsi qu'il est devenu le chef de ses amis d'enfance vraiment doués, mais il aimerait vraiment pouvoir se retirer de la vie de chasseur. Ruda et Greg n'arrivent toujours pas à croire qu'ils ont parlé au maître du clan pendant tout ce temps. Alors que Cray est assis sur sa chaise, Ark s'approche et demande si Cray est arrivé en retard parce qu'il voulait observer la foule comme un simple citoyen. Cray dit qu'il s'est juste endormi, mais Ark ne l'écoute pas et croit fermement que Cray est arrivé en retard volontairement. Pour une raison ou une autre, Cray a beau essayer de s'expliquer, les gens le comprennent toujours mal et le font passer pour meilleur qu'il n'est en réalité. Tino n'aime pas la proximité d'Ark avec Cray, elle veut donc le faire expulser du clan, mais Cray n'en a pas l'intention. Tino est un chasseur de niveau 4 qui est aussi l'apprenti d'une amie d'enfance de Cray, Liz, et elle le fréquente beaucoup. Ark demande à Cray s'il a de bons candidats à recruter, mais il n'est pas nécessaire d'ajouter de nouveaux membres au clan pour l'instant. Cependant, comme Ark ne recrute presque jamais de nouveaux membres, Cray profite de l'occasion pour lui demander s'il prendra sérieusement en considération les recommandations qu'il lui fera. Ark répond qu'il acceptera tout ce que Cray choisira, ce qui surprend tout le monde. Le vice-capitaine tente donc de le dissuader de prendre une décision aussi irréfléchie. Cependant, Ark lui coupe la parole et dit que toute personne choisie par Cray sera digne de rejoindre son groupe. Tino commence à rougir parce qu'elle pense qu'Ark envisage de la recommander, mais elle n'aime pas non plus Ark, alors elle est un peu hésitante quant à savoir si elle doit accepter ou non. Soudain, l'enfant de tout à l'heure, qui s'appelle Gilbert, soit dit en passant, se présente devant la foule et est tout à fait prêt à mendier si c'est ce qu'il faut pour être accepté par Cray. Cray essaie de se demander si Gilbert est un bon choix ou non, mais il abandonne rapidement, car il n'est pas un bon juge. Il n'a aucune idée de la façon dont on peut savoir si quelqu'un deviendra fort à l'avenir, alors il décide de s'en remettre à la chance. Il dit à Gilbert qu'il est prêt à le recommander, mais à une condition. En tant que chasseur, le plus important est de s'assurer que l'on gagne toujours. S'il manque de force, il finira par mettre les membres de son groupe en danger, Cray veut donc qu'il démontre qu'il a la capacité de toujours gagner. De plus, depuis que Cray a commencé sa carrière de chasseur, il n'a jamais perdu, mais c'est parce qu'il n'a jamais participé à un vrai combat. Quoi qu'il en soit, Cray retire l'un de ses anneaux et annonce à tous les chasseurs présents que la première personne qui présentera cet anneau à Ark sera acceptée dans son groupe. Le premier à recevoir l'anneau est Gilbert, mais cela ne dure pas longtemps, car moins d'une seconde plus tard, Tino lui saute dessus et le frappe si fort au visage qu'il est projeté à l'autre bout de la pièce. Gilbert a probablement besoin d'un médecin maintenant, mais personne ne se concentre sur lui car le ring roule actuellement sur le sol. Alors que tout le monde hésite d'abord à agir, il ne faut pas longtemps avant qu'il ne commence à se battre à son sujet. C'est alors que Cray décide de partir, et même si le bar est en train d'être détruit au moment où il sort, il dit « Ce n'est pas mon problème » et rentre chez lui. Cependant, le lendemain matin, c'est devenu son problème, car la bagarre dans le bar a fait la une des journaux. Apparemment, l'endroit a été entièrement rasé à cause de la bagarre, mais heureusement, il n'y a pas eu de victimes civiles à la fin de la journée. À la suite de ces événements, Eva lui annonce que l'association des explorateurs souhaite le rencontrer en privé, et Cray sait déjà que cela signifie qu'ils vont l'engueuler. Il demande comment Ark a pris la nouvelle, et Eva lui dit qu'Ark l'a plutôt bien prise et qu'il en a ri. Comme Ark n'est probablement pas fâché, Cray veut profiter de sa bonne humeur pour lui envoyer la facture de la reconstruction du bar et lui demander de s'occuper de la réunion avec l'association. Mais Eva l'informe que la réunion lui est spécifiquement destinée, et qu'il n'y a donc aucune chance qu'il s'en sorte cette fois-ci. Même s'il essaie de l'ignorer, le directeur de l'association, Gark, va le traquer comme il le fait toujours. Cray cède donc et accepte d'y aller, mais il utilisera son arme secrète pour en finir le plus vite possible. Et cette arme secrète, c'est de ramper et de s'excuser. Il fait également valoir que les seuls dégâts concernent le bar, que personne n'a été blessé et que le propriétaire du bar a été dédommagé pour les réparations, et qu'il ne devrait pas y avoir d'autres problèmes.
Gark n'a pas encore eu l'occasion d'engueuler Cray, mais après avoir vu ce dernier s'excuser, il laisse tomber pour l'instant. Cependant, même s'il n'y a pas de plainte officielle contre lui, Cray doit assumer la responsabilité de ses actes. C'est pourquoi Gark lui confie une quête, qu'il n'a pas le droit de refuser. L'association reçoit toutes sortes de quêtes pour les chasseurs, mais avec un tel volume, il y a forcément des quêtes si difficiles ou si peu rémunératrices que personne ne veut les faire. Ces quêtes sont ce que les chasseurs appellent des « corvées », et Cray ne veut vraiment pas avoir à s'occuper de l'une d'entre elles, alors il essaie de jouer la comédie, disant qu'il est trop important pour être coincé dans une corvée. Cependant, Gark ne le laisse pas s'en sortir, et Cray doit donc en choisir une. Cray ouvre le livre des quêtes et commence à chercher la quête la plus facile, et parmi toutes celles qui sont disponibles, le niveau le plus bas est de 3, alors il choisit celle-là. Il avait l'intention de confier le travail à Ark, mais lorsqu'il part à sa recherche, Tino l'informe qu'Ark est actuellement en réunion avec des nobles. Il sera absent pendant un certain temps, et personne d'autre n'est là, alors Cray n'a pas beaucoup d'options pour se débarrasser de son travail. C'est alors qu'il remarque que Tino porte sa bague, ce qui signifie que c'est elle qui a gagné son petit jeu hier, mais cela mis à part, il lui demande si elle est libre en ce moment. Tino est excitée car elle pense qu'il veut l'inviter à un rendez-vous, mais à son grand désarroi, il lui dit qu'il a une quête pour elle. Elle s'enfuit immédiatement, mais même si elle est rapide, Cray a des moyens de la rattraper. Il convoque son chien de chaîne, Silver, et lui demande de capturer Tino. En peu de temps, Cray l'attache sur une chaise pour qu'il puisse discuter de la quête avec elle. Elle se sent trahie parce qu'elle voulait juste sortir avec Cray et qu'il l'oblige à faire cette quête merdique toute seule. Cray lui demande si le problème est qu'elle ne veut pas le faire seule, et Tino répond qu'elle ne serait pas opposée à l'idée si Cray se joignait à elle. Cependant, cela signifierait que Cray devrait faire un vrai travail, et il choisit donc d'envoyer Tino en mission avec un groupe de chasseurs qu'il a rencontré hier. Il y a 6 ans, lorsque le groupe de Cray est arrivé à la capitale, ils étaient sur le point d'entrer dans l'association pour s'inscrire officiellement en tant que chasseurs, mais Cray a commencé à avoir des doutes dès qu'ils ont franchi la porte. Luke lui a dit d'arrêter de s'inquiéter autant, car c'est lui qui leur a suggéré de devenir les meilleurs de la capitale. Mais Cray ne s'inquiète pas de la force de son ami, il s'inquiète parce qu'il sait qu'il ne fera que les tirer vers le bas. Luke lui dit d'arrêter de dire des bêtises et prend sur lui d'ouvrir les portes de l'association et de déclarer qu'il est le plus fort épéiste du monde, suivi par Liz qui déclare qu'elle est la plus forte voleuse du monde. Après une telle entrée en matière, il n'y a pas de retour en arrière possible, et Cray se rend à la réception pour inscrire son groupe. Cependant, il veut leur faire regretter de l'avoir choisi comme chef, alors quand on lui demande de choisir un nom pour son groupe, il décide de choisir quelque chose de nerveux et appelle le groupe Grieving Soul, âme en deuil, sans aucune raison. Les autres membres du groupe trouvent ce nom trop sombre, mais lorsque Cray tente d'utiliser son mauvais sens de l'appellation comme excuse pour ne plus être le chef, ils changent tous d'avis et disent qu'ils adorent ce nom. De retour au présent, Cray organise une réunion avec toutes les personnes à qui il veut confier son travail, et Greg n'arrive toujours pas à croire que Cray est vraiment le maître de la guilde des Grievers. Aussi difficile à croire que cela puisse être, Cray confirme sa position, ce qui signifie qu'il est aussi le fameux « 1000 tours » dont tout le monde a entendu parler. Dans l'association, lorsqu'un chasseur atteint un certain niveau d'accomplissement et de prestige, il reçoit des noms spéciaux et devient pratiquement une célébrité. Cray s'est retrouvé avec Touzantric comme deuxième nom, mais Gilbert refuse de croire que Cray dit la vérité parce que Touzantric est censé être la personne la plus forte de la capitale, et Cray a l'air de ne jamais s'entraîner. Tino prend immédiatement la défense de Cray et dit que c'est Gilbert qui est trop faible pour comprendre la puissance de Cray, bien que Cray n'ait aucune idée de quelle puissance elle parle, car il n'est appelé le plus fort que grâce à ses amis qui le félicitent sans cesse. Cray demande alors à Gilbert et aux autres s'ils veulent accepter le poste, mais Gilbert refuse d'accepter une demande de Cray parce qu'il ne croit toujours pas que Cray est le plus fort de la ville. Greg essaie d'empêcher Gilbert de parler, car qui sait ce qui pourrait arriver si la personne la plus forte de la capitale se mettait en colère, mais Gilbert s'en moque et enfonce ses doigts dans le nez de Greg. Comme Gilbert semble ne pas vouloir participer, Cray renonce à le convaincre et passe à Greg. Greg accepte volontiers la demande de Cray, et il ne reste plus que Ruda. Comme la quête se déroulera dans un repère de loups, Cray a pensé que ce serait parfait pour elle, puisqu'elle essayait déjà de le nettoyer. Ruda n'est pas vraiment ravie d'avoir été choisie comme coéquipière, mais elle accepte. Cray est heureux de l'entendre et dit à Tino que si elle a besoin de plus d'aide, elle peut demander à quelqu'un d'autre du clan de l'accompagner. Tino supplie Cray de rejoindre l'équipe, mais il refuse catégoriquement. Maintenant qu'il a réglé la question du groupe de Tino, Cray se retourne pour partir, mais Gilbert n'aime pas le fait que Cray l'ignore, alors il décide de défier Cray en duel, et s'il perd, il rejoindra l'équipe. Cray déteste qu'on le défie, alors il trouve une solution simple et accepte le duel, mais à condition que Tino se batte à sa place. Tino est d'accord avec cet arrangement car elle est très énervée contre Gilbert qui a osé insulter et remettre en question son maître, mais elle en profite pour montrer à Cray à quel point elle peut être flexible avec de superbes angles de combat.
Gilbert s'est peut-être fait casser la figure par Tino hier, mais il dit qu'il a juste été pris par surprise et qu'il ne perdra pas contre elle une deuxième fois. Une fois qu'il aura battu Tino, il s'attaquera à Cray. Cray commence à s'énerver et n'a pas l'intention de se battre pour quelque raison que ce soit aujourd'hui, mais comme Gilbert semble si confiant, Cray l'informe que Tino est de niveau 4, tout comme lui. Tino renchérit en disant qu'il est hors de question qu'elle perde face à quelqu'un comme lui, et pour affirmer sa domination, elle laisse tomber ses armes au sol. Ruda et Greg commencent à s'inquiéter, car même si Tino est plus forte, le fait de se battre sans armes la désavantage sérieusement. Dans des circonstances normales, Tino devrait gagner ce combat car même si les deux sont au même niveau, Tino a gagné tous ses niveaux lors de missions en solo et a beaucoup d'expérience dans le combat contre les humains, elle devrait donc pouvoir gagner même sans son arme. Cependant, Gilbert possède l'épée de flamme pérorale, qui est un joker suffisant pour faire pencher la balance en sa faveur s'il l'utilise correctement, ou qu'il aurait fait s'il n'avait pas jeté son épée et décidé de se battre également à main nue. C'était sans aucun doute une décision stupide, mais Gilbert refuse d'être méprisé et veut se battre sur un pied d'égalité avec Tino. Tino sait maintenant qu'elle peut gagner, et elle dit qu'elle veut aller manger une glace avec Cray après avoir battu Gilbert. Au début du match, elle charge et frappe le visage de Gilbert. Celui-ci parvient à esquiver le premier coup, mais il reçoit tout de même un coup de pied au visage qui l'envoie valdinguer comme la dernière fois. Le combat semble déjà terminé, mais Gilbert se relève et revient à la charge pour continuer à se battre. Il ne fait pas grand-chose et se fait immédiatement attraper par une prise d'étranglement, mais au moins il a de l'esprit, même s'il s'efforce de le faire. Gilbert parvient finalement à se libérer de l'emprise de Tino. Cependant, il est immédiatement envoyé au sol par un coup de poing à l'arrière de la tête. Il ne se relèvera certainement pas cette fois-ci. Tino commence à célébrer et remercie Cray de l'avoir aidé à devenir si forte, bien que Cray n'ait jamais fait quoi que ce soit pour l'entraîner. Greg et Ruda n'en reviennent pas que Tino soit si forte, et Gilbert n'arrive pas à admettre qu'il y a quelqu'un de plus fort que lui. Depuis le jour où il a pris une épée pour la première fois, Gilbert a su qu'il était destiné à devenir un chasseur. En s'entraînant, il s'est rendu compte qu'il surpassait facilement les compétences des épéistes professionnels. Lorsqu'il fut enfin en âge de s'inscrire comme chasseur, il vint à la capitale et forma un petit groupe pour commencer à nettoyer les coffres. Jusqu'à présent, il n'avait jamais connu la défaite, mais même si elle ne l'aime pas, Tino peut apprécier que Gilbert soit un épéiste fort, et elle l'encourage à prendre son épée s'il veut continuer à se battre. Gilbert refuse à cause de son orgueil, et Tino est déçu parce qu'un orgueil aussi stupide ne peut que vous faire tuer. Même si Gilbert déteste l'admettre, Tino a raison, et s'il s'était agi d'un vrai combat, il aurait été tué plusieurs fois à l'heure qu'il est. Il doit se rendre à l'évidence qu'il n'est pas aussi fort qu'il le pensait, mais à ce moment-là, Cray l'appelle et devine que Gilbert a dû quitter son ancien groupe à cause d'une différence de force. Gilbert est choqué car Cray a tout à fait raison, et Cray lui explique qu'un problème similaire s'est posé dans son groupe, mais qu'il n'est pas parti à cause de cela, même s'il l'aurait voulu. Gilbert comprend alors que Cray surpasse tous ses coéquipiers et que Grieving Soul est le groupe le plus fort de la capitale, ce qui lui donne une toute nouvelle perspective sur ce que signifie être le plus fort. Cray remarque alors l'épée de Gilbert et lui donne un léger coup pour voir ce qu'elle peut faire. Des flammes commencent à en sortir à l'ordre de Cray, et Gilbert est stupéfait car depuis qu'il possède l'épée, il n'a jamais réussi à attirer des flammes aussi grandes que celles de Cray, et encore moins à les contrôler à ce point. Et Cray n'a même pas eu besoin de saisir l'épée par la poignée pour le faire. Dans ce monde, la matière mana est une substance grossière, et bien qu'elle soit omniprésente, elle n'est pas visible à l'œil nu. Cependant, dans les coffres au trésor, la matière mana est condensée dans toutes sortes de formes physiques. Mais il y a encore beaucoup de choses que l'on ne comprend pas. L'antre du loup blanc est l'une de ces chambres fortes, et on dit que des fantômes de loup trempés dans le sang s'y développent. Cray est donc content d'avoir envoyé les autres et de ne pas avoir eu à y descendre lui-même. Eva lui demande s'il est sûr que c'était une bonne idée d'envoyer des chasseurs inexpérimentés dans l'antre du loup, mais il pense que ça devrait aller puisque l'antre n'est que de niveau 3 et qu'ils sont tous les 4 assez compétents. Il tient également à remercier Eva pour les informations qu'elle lui a données sur Gilbert, car c'était vraiment drôle de voir sa réaction lorsque Cray a deviné au hasard tout un tas de choses sur son passé. Elle est ravie d'avoir pu lui rendre service, mais elle a aussi entendu parler de la façon dont Cray a utilisé les reliques de Gilbert sans effort, et elle veut savoir comment il s'y est pris. Cray explique que la relique était simple et qu'il pouvait la contrôler immédiatement. Même Gilbert, aussi inexpérimenté qu'il soit, a pu l'utiliser sans trop d'entraînement, alors Cray ne pense pas que ce qu'il a fait soit si impressionnant. Pourtant, il n'y a rien que Cray aime plus que de collectionner des reliques, alors il envisage sérieusement de demander à Gilbert de lui vendre l'épée. Mais Eva met immédiatement un terme à cette idée, car Cray consacre une grande partie de son budget à la collection de reliques. Sa collection étant déjà très importante, elle ne comprend pas pourquoi il en voudrait une autre. Cray lui explique que chaque relique est unique, et que même s'il possède plus de 20 anneaux, il peut toujours en acheter d'autres. Eva se rend compte qu'elle n'arrive pas à le convaincre,
mais même s'il a des revenus considérables, elle ne peut pas le laisser tout dépenser pour des reliques. Tous les bénéfices de l'association A Grieving Soul sont répartis équitablement entre les membres, quelles que soient les contributions, de sorte que, même si Cray ne fait presque rien, il reçoit un gros chèque à la fin du mois. Cray ne veut pas abandonner sa collection de reliques, alors quand il remarque qu'une de ses reliques a besoin d'être rechargée, il s'en sert comme excuse pour quitter la conversation. Il va voir un membre de l'association et lui demande de l'aider à recharger sa relique avec de la magie, et ils sont heureux de l'aider puisque Cray fait toujours beaucoup pour eux. Pendant que la relique de Cray est rechargée, l'homme parle à Cray d'un fantôme voyou qui est apparu sur la route du Nord et qui a détruit une caravane. 3 chasseurs de niveau 3 gardaient la caravane, le fantôme doit donc être puissant, et les chevaliers de 3e ordre recrutent actuellement un groupe d'extermination. Le rapport indique que le fantôme était un loup, et l'endroit n'est pas loin de l'antre du loup blanc, il doit donc venir de là. Il y a probablement eu une reproduction massive de loups, ce qui signifie que le repère grouille d'ennemis à l'heure où nous parlons, et que quiconque a la malchance de s'y trouver va passer un sale quart d'heure. Cray tente de dissiper ses inquiétudes et se dit que le groupe de Tino n'a probablement rien à craindre, mais les gens avec qui il est assis commencent à parler du fait que les monstres de l'antre du loup blanc se sont considérablement renforcés ces derniers temps, si bien que l'association a envisagé d'élever le niveau de menace. En fait, le groupe d'un lancier de niveau 5 a fini par disparaître dans ce caveau. Si bien qu'il est impossible que quelqu'un de moins de niveau 5 puisse s'en occuper. Cray est très inquiet et décide de jeter un coup d'œil à la quête qu'il a reçue plus tôt, réalisant seulement maintenant qu'il était censé sauver le lanceur de niveau 5 et son groupe. Il aurait dû lire les détails de la quête avant d'envoyer Tino et les autres là-bas, mais il est trop tard pour les rappeler maintenant. Les autres convives voient Cray agir bizarrement et lui demandent si quelque chose ne va pas. Il leur répond qu'il a envoyé Tino dans l'antre du loup blanc. Ils sont horrifiés que Cray ait envoyé Tino, qui n'était que de niveau 4, dans une chambre forte qu'un groupe de niveau 5 n'aurait pas pu vaincre. Ils supposent que Cray devait savoir à quel point c'était dangereux et qu'il l'a envoyé là-bas dans le cadre de sa formation, car quel genre de professeur irresponsable enverrait son élève dans une mission aussi mortelle sans avoir fait de recherche au préalable? Cray se lève soudainement et dit qu'il doit s'occuper de quelque chose d'urgent. Une fois dans les couloirs, il commence à avoir une crise de panique et tente de la justifier en disant que Tino est assez douée, qu'elle peut donc s'en sortir et que Gilbert est presque aussi fort qu'elle tant qu'il utilise son épée de flamme. Cependant, Cray se souvient qu'il a utilisé toute la puissance de l'épée lors de sa démonstration, donc si Gilbert ne l'a pas rechargée par la suite, cette épée est pratiquement inutile. Alors que Tino et les autres s'approchent de l'antre du loup blanc, ils commencent à sentir une aura dangereuse, même s'ils n'ont pas encore atteint l'antre. Tino s'attendait à ce que cela se produise puisque c'est Cray qui l'a envoyée en mission, c'est pourquoi elle a rédigé un testament au cas où elle mourrait. Bien qu'elle soit sûre de ne pas mourir parce que tout cela a été parfaitement calculé par Cray, elle pense que le fait qu'il les ait choisis pour l'accompagner dans cette mission doit également avoir été mûrement réfléchi. Mais Greg ne pense pas que ce soit possible puisque Cray ne les a rencontrés qu'hier. Gilbert reconnaît que c'est improbable, mais il ne pense pas que Cray ait pu faire des recherches sur chacun d'entre eux avant même qu'ils ne se soient rencontrés. D'ailleurs, l'incident du pub faisait probablement partie de son plan. Ainsi, bien que cette mission soit bien au-dessus de leur niveau, Tino est sûr que Cray ne les enverrait pas au hasard dans une mission à laquelle ils n'ont aucune chance de survivre. Malheureusement, c'est exactement ce que Cray a fait, et il en est tout retourné. Il décide d'aller les sauver lui-même. Il se rend dans sa chambre cachée et commence à prendre toutes les reliques qu'il peut transporter. Eva l'aperçoit alors qu'il s'en va, et elle pense elle aussi que Cray a intentionnellement envoyé Tino dans cette dangereuse mission, juste pour la mettre à l'épreuve. Et même s'il a manifestement tout prévu pour qu'elle ne risque pas de mourir, il doit tout de même être un peu inquiet, et il va donc prendre de leurs nouvelles. Elle remarque même que Cray porte la relique de bave de Citri, dont la possession est techniquement contraire à la loi impériale, mais il ne sait pas ce qu'il attend, alors il veut être prêt. Il se rend sur le balcon et s'équipe d'une relique de combinaison ailée afin de pouvoir se rendre au repère des loups blancs le plus rapidement possible. En partant, Eva espère qu'il reviendra à bon port, car la dernière personne à avoir utilisé cette combinaison ailée est morte après avoir percuté un mur la tête la première. Après une longue et difficile bataille, Tino et les autres ont finalement réussi à vaincre le loup, et Greg est soulagé qu'il ait réussi à l'abattre, mais Tino n'est pas satisfait de la façon dont l'équipe s'est comportée dans cette bataille. Il n'y avait qu'un seul loup, ils avaient donc l'avantage du nombre, mais ils ont quand même eu beaucoup de mal à l'abattre. À ce propos, Greg demande à Gilbert pourquoi il n'a pas utilisé son épée de feu, ce qui aurait rendu le combat beaucoup plus facile. C'est alors que Gilbert leur explique que son épée est en fait à court de mana, ce qui est étrange, car il aurait juré l'avoir chargée il y a quelques jours. Il se rend compte que la cascade de Kraï a dû décharger la relique et qu'il ne peut plus la recharger ici, ce n'est plus qu'une épée normale. Ruda pense qu'il vaudrait mieux faire demi-tour, car cette mission est déjà bien plus dangereuse que ce qu'on leur avait annoncé. En fait, dans ces circonstances, Greg est presque sûr que les personnes qu'ils sont censés sauver seraient déjà mortes, et qu'il ne servirait à rien de continuer.
Cependant, Tino prend la parole et dit à tout le monde qu'ils vont s'en tenir au plan, quoi qu'il arrive. Greg tente de faire valoir que leur survie est plus importante qu'une mission de récupération de cadavres, mais Tino le corrige car elle sait pertinemment qu'il ne s'agit pas d'une mission de récupération de cadavres. Elle est sûre que les cibles du sauvetage sont encore en vie dans la chambre forte parce que c'est Cray qui l'a envoyé sur cette mission, et il ne se trompe jamais. En fait, l'épuisement du mana de l'épée de Gilbert a dû être fait intentionnellement, car il ne veut pas qu'il se repose trop sur les reliques. Les autres sont convaincus et décident de suivre son exemple et de poursuivre la mission. Mais une fois arrivés à la tanière des loups, ils découvrent que tous les loups sont équipés d'armure et d'armes, et qu'il sera difficile de vaincre un grand nombre d'entre eux. Gilbert se porte volontaire pour sortir en premier et essayer d'éliminer quelques loups, mais Tino le traite d'idiot parce qu'il se ferait tirer dessus avant même de s'approcher suffisamment. Elle est la chef de l'équipe, à ce titre, elle doit s'assurer que tous les membres de l'équipe reviennent vivants. Comme Ruda et elle sont agiles, elle dit qu'elles vont courir et attirer les tirs des loups, après quoi Greg et Gilbert attaqueront par derrière. Les armes à distance ne devraient pas être une grande menace une fois qu'ils seront proches d'eux, mais même si les choses deviennent incontrôlables, elle refuse de sacrifier qui que ce soit. Pendant ce temps, Cray est en train de voler vers la tanière des loups, et il espère vraiment que Tino parviendra à survivre, même si elle doit sacrifier tous les autres pour y parvenir. Heureusement, Tino n'est pas là pour l'entendre, et elle continue à se battre avec les autres pour assurer la survie de l'équipe. Grâce à leur collaboration, les membres de l'équipe ont réussi à vaincre les monstres qu'ils ont rencontrés jusqu'à présent, même si cela n'a pas été facile. La principale raison pour laquelle ils ont pu vaincre les loups de cette manière est que les loups n'ont pas le sens du travail d'équipe, de sorte que lorsqu'ils sont de plus en plus nombreux à s'approcher de l'équipe, Gilbert et Greg sont persuadés qu'ils peuvent les abattre. Tino reconnaît que même si c'est la première fois qu'ils travaillent ensemble, cette équipe de fortune fonctionne étonnamment bien. Elle n'aime peut-être pas la personnalité de Gilbert, mais c'est un combattant puissant lorsqu'il utilise son épée, et Greg a beaucoup d'expérience, ce qui lui permet de bien s'entendre avec lui. Quant à Ruda, elle n'est pas très utile en termes de combat, mais comme elle et Tino sont tous deux des voleurs, Ruda peut s'occuper de la reconnaissance, ce qui permet à Tino de se concentrer sur le combat. Ruda est persuadée que chaque petit détail de la structure de cette équipe a été soigneusement pensé par Cray, et elle commence à le prier comme une sorte de dieu. Pendant ce temps, alors que Gilbert combat un loup dans le dos, il a un flashback de la dernière fois qu'il a parlé aux membres de son ancien groupe. Il s'était emporté contre eux parce qu'il ne faisait pas le poids. Ses coéquipiers se sont excusés et ont dit qu'ils n'arrivaient pas à le suivre, alors il a décidé de démissionner et de voler de ses propres ailes. Au fond de lui, il savait que ses anciens coéquipiers faisaient de leur mieux, mais l'écart de force entre eux et lui ne cessait de croître, si bien qu'il ne pouvait plus rester avec eux. Après cela, il n'a plus chassé qu'en solitaire, mais il sait maintenant à quel point il est agréable de travailler côte à côte avec quelqu'un. Gilbert et Greg parviennent à abattre le dernier loup de cette section, et l'équipe poursuit son chemin jusqu'à ce qu'elle tombe sur une vaste zone ouverte. Ils sont sur le point d'entrer, mais tout à coup, Tino demande à tout le monde d'attendre parce qu'elle sent quelque chose d'autre dans la pièce. Les autres se demandent si ce n'est pas le chasseur qu'ils sont censés sauver, mais d'après ce que Tino peut dire, le chef de la chambre forte se trouve devant eux. Greg pense que combattre le chef est un trop grand risque à prendre, il suggère donc qu'ils s'enfuient tous pour l'instant. Mais Tino fait remarquer qu'ils ont déjà réussi à se rendre jusqu'ici sans souffrir de blessures, alors un seul chef de voûte ne devrait pas être trop difficile à battre. Elle dit à Greg qu'il devrait faire preuve d'un peu plus de courage, car jouer la carte de la sécurité tout le temps ne l'aidera pas à grandir. Greg admet qu'il s'est contenté de son niveau de force parce qu'il est possible de gagner correctement sa vie en tant que chasseur de niveau 4. Avant même de s'en rendre compte, il s'est mis à fuir au moindre signe de défi, et son penchant pour la lâcheté est sans doute dû au fait qu'il a vu tous ses amis mourir à cause d'une bravoure insensée. Personne ne reprocherait à Greg de mener une vie de chasseur tranquille, mais le fait qu'il ait approché le clan des premiers pas prouve qu'il veut continuer à grandir, et Cray a dû s'en rendre compte, c'est pourquoi il l'a mis dans cette équipe. Greg ne croit pas que Cray ait pu réfléchir autant pour le placer dans l'équipe, mais quelle autre explication pourrait-il y avoir ? Il est impossible que Cray l'ait choisi au hasard parce qu'il n'était pas loin à ce moment-là. Ruda demande si Cray l'a choisi pour une raison particulière, mais la seule chose remarquable que Tino peut dire à propos de Ruda, c'est qu'elle a de grosses laitières. Pendant ce temps, Cray vole autour de la forêt près de la tanière des loups, et il espérait que Tino et les autres s'enfuiraient de la chambre forte une fois qu'il aurait réalisé qu'elle était beaucoup plus dangereuse que ce à quoi il s'attendait. Malheureusement, il n'a pas encore réussi à les repérer, alors il doit aller vérifier la tanière maintenant. Le wing-sui n'ayant pas de frein, il finit par s'écraser dans les tunnels de la tanière des loups. Pendant ce temps, Tino et les autres viennent de rencontrer le boss du donjon, et il est bien plus grand que ce à quoi ils s'attendaient. Alors que le boss fait le premier pas, l'équipe est obligée de se séparer et de commencer à courir autour de la pièce pour l'éviter. Mais même sans l'affronter directement, ils savent que cette chose est incroyablement forte, et même Tino commence à se demander s'ils pourront la maîtriser.
C'est alors qu'elle repère un point faible sur la tête du loup, et elle se rappelle que Cray ne l'aurait jamais envoyée sur une mission qu'il ne pensait pas qu'elle pourrait mener à bien, alors elle ne peut pas se permettre d'abandonner. Elle crie à Gilbert et lui demande de bloquer l'une des attaques du loup pour elle, après quoi elle s'occupera du reste. Gilbert accepte et, alors que le loup se rapproche d'eux, il charge pour attirer son attention. Alors que le loup le frappe, il bloque l'attaque avec son épée, et alors qu'il pense que le loup est totalement sans défense, Greg se précipite pour lui taillader les pattes, mais malheureusement, il se fait écraser comme un vulgaire insecte. Les autres ont l'air de bien s'en sortir, puisqu'ils se déplacent beaucoup plus vite que lui. Quelques secondes plus tard, Greg se relève et tente de rejoindre le combat, mais la seconde après, son épée est coupée en deux et le loup tente de lui asséner un coup mortel. Heureusement, Ruda a pu s'écarter à temps et le loup l'a manqué. Maintenant que la hache du loup est plantée dans le sol, Tino court dessus pour s'approcher de sa tête. Le loup tente de l'arrêter en lui griffant la jambe, mais Tino résiste à la douleur et poignarde le loup en plein dans la nuque. Le monstre loup est enfin vaincu, et lorsque Tino retombe sur le sol, Ruda va la voir, car elle a été gravement blessée. Tino dit qu'elle va s'en sortir car elle a une potion de guérison sur elle, ce qui lui permet de se remettre en grande partie de sa blessure. Pendant ce temps, Greg est un peu contrarié par le fait que son épée ait été brisée, mais il est toujours en vie, ce qui n'est pas si mal. Maintenant qu'ils ont réussi à vaincre le boss du coffre, le groupe pense qu'il ne leur reste plus qu'à retrouver les chasseurs disparus et à retourner en ville, alors Tino donne son épée à Greg pour qu'il s'en serve en attendant. Mais tout à coup, une flèche géante est tirée directement sur la poitrine de Tino, et bien qu'elle ait réussi à l'esquiver, le combat contre le boss n'est pas terminé, car 4 autres boss entrent en scène avec de nouveaux chargements. Il a fallu beaucoup d'efforts pour vaincre l'un d'entre eux, si bien que Tino n'est pas sûr de ce qu'il faut faire contre les 4 autres, et elle suggère qu'ils courent tous dans cette grotte étroite pour se séparer des loups. C'était un plan solide, mais les loups l'ont compris aussi, et l'un d'entre eux saute devant la grotte et en bloque complètement l'entrée. Greg et Gilbert se regardent et prennent la décision difficile de rester en arrière et de distraire les loups pendant que Ruda et Tino s'échappent. Les deux sont les plus rapides de l'équipe, ils ont donc les meilleures chances de survie dans une telle situation, et les gars leur feront gagner du temps. Tino ne sait toujours pas quoi faire et se demande ce que ferait Cray dans une telle situation. Soudain, elle se souvient de la bague qu'il lui a offerte, ce qui lui donne une idée. Elle annonce aux autres que personne ne se sacrifiera aujourd'hui et qu'elle chargera au premier loup. À ce moment-là, elle veut que tout le monde la soutienne. Greg et Gilbert prennent l'initiative et attirent l'attention du loup pendant que Ruda lui lance des kunai dans l'œil. Alors qu'il est temporairement aveuglé, Tino active la relique de l'anneau de tir, ce qui lui permet de tirer un rayon laser directement dans l'œil du loup, le rendant aveugle en un instant. C'est l'occasion rêvée d'attaquer, et Gilbert se précipite pour porter le coup de grâce. Cependant, même si le loup ne pouvait pas voir, il était capable de le sentir venir, et il a projeté Gilbert contre un mur. Tino vient le voir et Gilbert s'excuse de s'être blessé si gravement. Mais Tino lui dit qu'il n'a rien fait de mal, car c'est l'échec de son plan qui a conduit à cela. Ils n'ont plus d'idées à ce stade, et il semble qu'ils vont vraiment trouver leur fin dans ce caveau. Cependant, juste avant que le loup n'attaque, il est projeté contre le mur avec une force incroyable. Cray a atterri au bon endroit, mais il est tellement troublé par ce qui se passe qu'il ne remarque pas que l'un des loups s'en prend à lui. Cependant, grâce à l'une de ses nombreuses reliques, il est totalement indemne. Cette attaque aurait normalement dû le tuer, mais il a emporté une tonne d'anneaux de protection avec lui, ce qui lui laisse 17 vies. Il pointe ensuite le loup du doigt et active tous ses anneaux de tir à pleine puissance, envoyant une puissante explosion sur le loup, qui est projeté au loin. Tout le monde est impressionné par la puissance de Cray, mais il n'avait même pas l'intention d'attaquer, il a juste paniqué en voyant le loup et a agi par instinct. Malheureusement, malgré la puissance de l'explosion, le loup se relève. Cray s'y attendait, car il sait que les anneaux de tir n'infligent que peu de dégâts. Il est à nouveau encerclé, et il est vraiment heureux d'avoir apporté autant d'anneaux de protection avec lui, mais s'il veut s'en sortir, il va devoir utiliser la bave interdite. Il la retire de son collier et l'inspecte un peu avant de la jeter dans la foule de loups et de dire à tout le monde de commencer à fuir. La jambe de Tino est encore légèrement blessée, elle ne peut donc pas courir aussi vite que d'habitude, et Cray court plus lentement pour protéger les arrières de tout le monde, c'est du moins ce que tout le monde pense, mais il s'avère que Cray est en fait très lent par rapport à eux. Pendant qu'elle court, Tino a un flashback du premier jour où elle a rencontré Cray, c'est-à-dire lorsque son groupe l'a sauvée de la vente d'esclaves par des voyous de la rue. Depuis ce jour, Tino s'est entichée de Cray et cherche constamment son approbation. Une fois qu'ils sont en sécurité, elle attend nerveusement la réponse de Cray, car elle n'a pas pu terminer la mission. Avant que Cray ne dise quoi que ce soit, Ruda prend la parole et dit que même si elle n'a pas réussi à vaincre les boss, elle s'est quand même bien débrouillée en tant que chef. Cray reconnaît qu'elle s'est bien débrouillée, surtout parce qu'il s'attendait à ce qu'ils soient tous morts, mais elle les a gardés en vie.
Tino est très heureuse d'être félicitée, mais Cray remarque la blessure qu'elle a laissée à la jambe et utilise une de ses reliques de guérison pour la remettre sur pied. Greg demande à Cray s'il va vaincre les boss, mais il répond que ce n'est pas la meilleure option compte tenu des circonstances, et il leur dit de le suivre. À présent, Cray ne se soucie plus de la mission de sauvetage et veut juste partir, mais il n'a aucune idée de l'endroit où se trouve la sortie, alors il ne fait que mener le groupe en rond. Tino et Ruda sont tous deux des voleurs, et il aimerait bien qu'ils fassent un peu de reconnaissance, mais ils sont persuadés que Cray sait où il va, même s'il ne le sait pas. À ce moment-là, Gilbert prend la parole, et après tout ce qu'il a appris, il est certain que le grand Cray doit savoir ce qu'il fait, mais il a l'impression qu'ils errent sans but. Il demande si Cray les emmène vers la sortie, mais avant que Cray ne puisse répondre, Tino prend la parole et lui dit que ce chemin ne mène pas à la sortie. Elle a une idée approximative de la disposition du repère depuis qu'elle a vu une carte, elle sait donc qu'il se dirige dans la direction opposée à la sortie, et Cray doit avoir ses raisons pour cela. Ruda lui fait aussi totalement confiance, mais elle aimerait que Cray leur dise au moins où ils vont, mais ils restent silencieux. Ils finissent par arriver à un embranchement, et Cray décide au hasard du chemin à prendre, mais au moment où ils se retournent, tout le monde est sous le choc, car Cray vient de les conduire aux chasseurs blessés qu'ils ont été envoyés secourir. Bien sûr, Cray n'a toujours aucune idée de ce qu'il fait, mais comme tout le monde semble se diriger vers l'autre chemin, il les suit. Lorsqu'il les voit s'occuper des chasseurs blessés, il s'étonne que Tino les ait remarqués, car il ne l'aurait certainement pas fait. Le chef du groupe de blessés s'appelle Dave, et il remercie Tino de les avoir secourus. Tino lui répond que c'est Cray qu'il devrait remercier, car il n'aurait jamais pu arriver jusqu'ici sans lui. Cray essaie de leur dire qu'il n'a fait que deviner la direction à prendre et qu'il ne mérite donc pas d'être félicité, mais aucun d'entre eux ne le croit une seconde et pense qu'il est simplement modeste. Ruda a donné aux chasseurs blessés quelques potions pour les aider à récupérer, mais ils perdent encore beaucoup d'énergie car ils n'ont pas mangé depuis longtemps. C'est alors que Cray trouve la solution idéale, car il a emporté avec lui un sac magique. Il a une quantité quasi infinie de chocolat à l'intérieur, mais la seule chose que le sac peut stocker est du chocolat, donc il est plutôt inutile en dehors de ce scénario. Greg dit à Dave qu'il est content qu'il aille bien, car lorsqu'il a appris qu'un groupe de niveau 5 avait disparu dans ce donjon, il a eu peur qu'il leur soit arrivé quelque chose de terrible. Dave lui répond qu'ils ont survécu de justesse, ce que Gilbert a du mal à croire car, même si ces loups étaient forts, il est impossible qu'un groupe de niveau 5 ait été submergé par des monstres de ce niveau. Cependant, Dave ne parlait pas des loups, mais plutôt d'un petit fantôme couvert d'ossements qui, à lui seul, a mis à mal leur groupe. Quelle que soit cette chose, c'est l'incarnation même de la rancune. Il a le contrôle total de la chambre forte, et c'est donc probablement la malédiction de la lune d'argent qu'il habite. Il représente la rancune et le ressentiment de tous les monstres qui ont été tués, et grâce au coffre, il a gagné en puissance jusqu'à devenir un monstre absolu. Dave et le reste du groupe sont considérés comme les meilleurs en termes de force, et pourtant chacun d'entre eux était complètement impuissant face à cette bête. À tel point que Dave qualifie ce monstre de rival de Tuzansword, le membre de The Grieving Soul. Tuzansword est considéré comme le plus fort épéiste de la capitale. Il a étudié toutes les techniques d'épée orthodoxes, puis les a utilisées pour apprendre encore plus de techniques. C'est un prodige insondable, capable d'abattre des ennemis par dizaines, et tout cela avec une épée en bois. Luke n'est pas une personne à prendre à la légère, et Cray pense qu'il est exagéré de dire qu'un fantôme est aussi fort que lui. Après tout, si un tel fantôme existait vraiment, Luke l'aurait chassé depuis longtemps. Mais étant donné que le fantôme a complètement décimé un groupe de niveau 5, Cray ne pense pas que Tino et leur groupe seront en mesure de gagner contre lui, alors Cray regrette de ne pas avoir confié ce travail à Ark, pour ne pas avoir à s'en occuper. Dave poursuit en disant que le monstre jouait avec leur vie et qu'il ne les a pas tués immédiatement la dernière fois qu'ils se sont battus, mais que s'il le rencontre à nouveau, il les achèvera sans aucun doute. Ruda se tourne vers Cray et lui demande ce qu'ils doivent faire, mais Cray panique intérieurement parce qu'il n'était pas préparé mentalement à faire face à cette situation. Il regarde dans le vide pendant un moment avant de trouver une idée et de dire à Ruda qu'ils doivent donner la priorité à la sécurité des blessés, et qu'ils doivent donc s'échapper de la chambre forte avant toute autre chose. De plus, comme c'était à l'origine la mission de Tino, il lui dit que c'est elle qui est responsable à partir de maintenant. Tino pense qu'elle ne mérite pas le rôle de chef quand quelqu'un d'aussi grand que Cray est là, mais Cray insiste pour qu'elle prenne la tête parce qu'il ne veut pas le faire. Tino finit par accepter d'être à nouveau le chef, et elle est d'accord avec ce que Cray a dit à propos de l'évasion de la chambre forte, donc elle va mener tout le monde vers la sortie. Il devrait pouvoir y arriver plus rapidement puisque Cray a complètement guéri sa jambe, mais Cray lui dit de ne pas oublier qu'il y a encore des blessés dans le groupe, et qu'elle ne doit pas courir trop vite pour qu'il puisse la suivre. Il dit surtout cela pour lui, car il n'a aucune chance de suivre la vitesse de Tino alors qu'il n'est pas en forme. Après avoir traversé la voûte pendant un moment, Tino dit à tout le monde qu'ils se rapprochent de la sortie, et qu'ils ont eu de la chance jusqu'à présent puisqu'ils n'ont pas rencontré le fantôme mortel. Mais si cette chose apparaît, Dave promet de servir de bouclier à tout le monde pour leur donner le temps de s'échapper.
Tino lui assure que ce ne sera pas nécessaire car tant que Cray est avec eux, elle est sûre que tout le monde s'en sortira vivant. Mais Cray n'est pas du tout convaincu que tout le monde s'en sortira vivant. En fait, il envisage sérieusement d'attraper Tino et d'abandonner les autres si le monstre apparaît, mais pour l'instant, il décide de rester optimiste. Il lui reste 5 anneaux de sécurité, ce qui lui permettra au moins de survivre un peu s'il doit vraiment se battre, mais il n'a pas d'autres reliques utiles sur lui. Les anneaux de tir ne fonctionnent pas, et il a laissé tomber la seule relique d'épée qu'il avait en volant jusqu'ici, alors il est difficile d'être optimiste. À ce moment-là, tout le monde sent que quelque chose s'approche d'eux, alors ils se mettent tous en position de combat, et Cray se place devant Tino pour la protéger. Il n'a pas de relique d'attaque sur lui, mais il est prêt à utiliser son corps comme un missile humain avec la combinaison ailée s'il le faut. L'aura de la grotte change lorsque le fantôme commence à s'approcher d'eux. Tout le monde est terrifié, car ils savent déjà qu'ils n'ont aucune chance contre cette chose. Cependant, Tino voit quelque chose d'encore plus terrifiant apparaître derrière le monstre, et un sentiment de malheur imminent l'envahit, si bien qu'elle suppliquerait de l'aider. Cray semble savoir qui est la deuxième silhouette, mais il est plus confus qu'effrayé, car il n'a aucune idée de la raison de sa présence. À ce moment-là, la deuxième silhouette fait un pas éclair et élimine le fantôme d'un coup de pied. Après cette démonstration de force, il ne fait aucun doute pour Cray qu'il s'agit de Liz. Elle s'approche alors de Cray et pour s'en assurer, lui demande si c'est bien qu'elle ait donné un coup de pied dans le mur parce qu'elle ne sait pas vraiment ce qui se passe ici. Cray lui répond qu'elle n'a pas à s'inquiéter et elle est heureuse de l'entendre. Puisqu'elle est enfin parvenue à Cray, elle lui dit qu'elle a trouvé une de ses reliques d'épée sur le sol alors qu'elle était en chemin. Ruda et Gilbert comprennent immédiatement qui est Liz, mais Dave n'a jamais entendu parler d'elle, ce qui met Liz en colère car elle ne peut pas croire qu'il y a des chasseurs qui ne connaissent pas les âmes en peine. Elle avait déjà passé une mauvaise journée avant d'arriver ici parce qu'elle avait couru jusqu'à la maison juste pour voir Cray, mais on lui a dit que Cray était allé dans cette chambre forte. Au début, elle pensait que Cray s'inquiétait trop parce qu'elle était sûre que Tino aurait pu s'occuper de la mission tout seul, alors imaginez sa déception en découvrant que Tino est incapable de s'occuper d'un coffre-fort aussi mineur tout seul. Gilbert essaie de défendre Tino et d'expliquer qu'elle n'a rien fait de mal, mais Liz ne veut rien entendre et lui donne un coup de pied dans le mur, et il est pratiquement au bord de la mort à cause de ce coup. Maintenant qu'il n'y a plus de distraction, elle se remet à crier sur Tino pour être un faible incompétent après tout l'entraînement qu'elle a subi. Tino commence à demander pardon, et Cray trouve cela difficile à regarder car Liz est très dure avec Tino. Pendant que Liz hurle sur Tino, le fantôme se remet du coup de pied qu'il a reçu, et Ruda et Greg versent des potions de soins sur Gilbert pour l'empêcher de mourir du coup de pied. Cray ne veut pas que Tino reçoive lui aussi un coup de pied, alors il essaie de calmer Liz et lui dit qu'elle ne devrait pas être en colère contre Tino. Il l'a envoyée ici pour sauver des chasseurs, et elle a accompli sa mission, il n'est donc pas juste de la traiter d'incompétente après tout ce qu'elle a fait. Dès qu'elle entend Cray dire cela, toute sa colère disparaît et elle demande à Cray si Tino a vraiment fait du bon travail. Cray lui assure que Tino l'a vraiment impressionné. Pendant qu'il parle de gens impressionnants, Cray félicite Liz d'avoir enfin appris à se retenir dans ses attaques. Liz est très heureuse d'être félicitée, même si elle ne voit toujours pas l'intérêt d'affaiblir certaines de ses attaques, mais comme Cray insiste constamment sur ce point, elle a appris à freiner ses coups. Cray est content qu'elle ait suivi son conseil, mais elle devra peut-être encore y travailler car Gilbert est dans un état critique à cause de son coup de semonce. Tino s'excuse encore une fois pour tous les problèmes qu'elle a causés, mais Liz n'est plus fâchée. Elle lui dit qu'elle a un bon talent, mais qu'elle devra travailler beaucoup plus dur pour compenser son manque de force. Le fantôme s'est regroupé avec l'un des chefs des loups et se prépare à attaquer à nouveau le groupe. Mais alors que tout le monde est effrayé, Liz est simplement agacée parce que le monstre a eu l'audace de sortir une mitrailleuse comme s'il allait faire quelque chose. Elle ramasse son masque, alors que le loup commence à lui tirer dessus, elle reste plantée là parce que les balles se déplacent beaucoup trop lentement pour constituer une menace. Au moment où le pistolet n'a plus de munitions, Liz est toujours là, indemne, et non seulement elle a quelques balles dans la main, mais elle a même eu le temps de créer un motif avec le reste des balles qu'elle a attrapées. Elle avait déjà surmonté sa colère, mais après avoir appris que Tino avait perdu contre un monstre armé, elle est encore plus furieuse qu'elle ne l'était auparavant. Liz esquivait déjà les balles à l'âge de 10 ans, c'est donc une insulte à sa force qu'un monstre pointe une arme sur elle en pensant qu'elle fonctionnera. Elle allait montrer à quel point il est facile d'abattre un fantôme comme celui-ci, alors elle fait un saut périlleux arrière dans les airs, et en retombant, elle donne un coup de pied en plein dans le loup géant, le divisant en deux et le faisant exploser. Ce n'était pas difficile du tout, et elle ne comprend pas pourquoi Tino n'a pas fait la même chose pour vaincre le loup il y a longtemps. Pendant qu'elle parle, le fantôme sort son épée et charge sur Liz, mais comme pour le premier, Liz pense qu'il aurait dû être facile pour Tino de vaincre quelque chose d'aussi faible que lui. Après avoir attrapé l'épée avec 2 doigts, elle lui donne un coup de genou dans les airs et commence à lui asséner coup sur coup, tout en reprochant à Tino d'être trop faible pour y arriver tout seul. Tino fond en larmes, et Cray se sent mal pour elle, mais c'est un phénomène assez courant avec Liz comme entraîneur.
Lise est la chasseuse la plus rapide du monde, et son incroyable vitesse lui a valu le surnom d'ombre étouffée. Une fois que tout est terminé, Tino, Ruda et Gilbert se retrouvent à la guilde, et Gilbert les informe qu'il souhaite donner à Cray son épée de flamme, car il a appris qu'il s'en servait trop. Il a donc l'intention d'entraîner son corps à partir de zéro, jusqu'à ce qu'il soit capable d'attraper des balles comme Lise. Aucun des autres ne pense qu'il en sera capable, mais s'il veut vraiment ressembler à Lise, Tino pense qu'il devrait en savoir plus sur les masques qu'il porte. Tout le monde pense que Cray a fait cela intentionnellement pour cacher les forces de son groupe, mais en réalité, lorsqu'il a commandé les masques pour les âmes en peine il y a 6 ans, il a oublié de faire découper des trous pour les yeux, ce qui fait que tous les membres du groupe se battent en permanence à l'aveugle. Maintenant qu'une crise a été évitée, vous vous souvenez du Citri Slim que Cray a utilisé pour faire diversion. Il a été créé par l'une des amies d'enfance de Cray, Citri Smart, qui est la plus grande alchimiste du monde. L'une de ses expériences élaborées ayant abouti à la création de cette bave, elle a décidé qu'il serait plus sûr de la donner à Cray pour qu'il la garde en lieu sûr. Mais lorsqu'il a essayé de l'ouvrir, Citri l'a averti de ne pas le faire car cette chose pouvait détruire la capitale si elle était libérée, et comme vous le savez, Cray l'a libérée. Il est toujours dans le déni et espère que la bave apparaîtra comme par magie dans sa chambre, mais il n'a pas de chance. Il décide de s'asseoir sur son lit et d'y réfléchir rationnellement. Lorsqu'il a ouvert la fiole dans l'antre du loup blanc, il ne semblait pas y avoir quoi que ce soit dedans, et il a gardé la fiole enfermée dans son coffre-fort depuis que Citri la lui a donnée, donc la seule conclusion est que la fiole a toujours été vide, et qu'il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter, du moins, c'est ce qu'il espère. Pendant ce temps, dans l'antre du loup blanc, une équipe d'enquêteurs a été envoyée par l'association car il se passe quelque chose d'étrange à l'intérieur, et ils doivent faire toute la lumière sur cette affaire. Cray était tellement inquiet à propos de la bave qu'il n'a pas pu dormir la nuit dernière. Alors qu'il se promène dans les couloirs, il croise Eva qui lui dit que Gark veut qu'il fasse un rapport détaillé sur ce qui s'est passé dans l'antre du loup blanc. Cray ne veut vraiment pas avoir à faire un rapport, alors il demande si Tino peut le faire à sa place puisqu'elle était techniquement le chef d'équipe pour cette mission. Eva voulait d'abord demander à Tino, mais elle est occupée à s'entraîner avec Lise dans la salle d'entraînement, et Eva n'est pas stupide, elle ne va donc pas s'en aller. Par ailleurs, Cray demande à Eva si elle a entendu parler d'événements étranges dans la capitale ces derniers temps, mais elle n'a aucune idée de ce dont il parle, car la capitale est plutôt calme ces derniers temps. Cray lui répond que ce n'est pas grave s'il ne s'est rien passé, car il espère que les choses resteront calmes. Mais maintenant qu'il en parle, Eva dit qu'elle va consacrer toutes ses ressources à l'enquête pour trouver d'éventuelles anomalies. Cray essaie de l'en dissuader, car il ne veut pas qu'elle découvre qu'il a perdu la bave de Citri, et pour sortir de la conversation, il dit qu'il veut aller voir Tino dans la salle d'entraînement. Alors qu'il s'en va, Eva repense à tout le temps qu'elle a passé à travailler avec Cray. Malgré son attitude paresseuse, il a toujours été capable de faire des prédictions précises avec peu d'informations, qu'il s'agisse de catastrophes naturelles, d'anomalies dans les coffres à trésors ou même de politique. Au début, elle pensait qu'il s'agissait d'une simple coïncidence, mais après qu'il ait eu raison si souvent, elle croit en lui sans réserve. S'il s'inquiète de ce qui se passe dans la capitale, c'est qu'il y a quelque chose de grave. Alors que Cray se dirige vers la salle d'entraînement, il voit un groupe de chasseurs qui attendent à l'extérieur. Lorsque leur chef le remarque, il lui demande de l'aide, car aucun d'entre eux n'a pu s'entraîner aujourd'hui à cause de l'entraînement de Lise. Sven lui demande de trouver un moyen de la faire cesser, mais Lise est vraiment effrayante quand elle est énervée, et Cray ne veut pas avoir affaire à elle. Sven comprend les sentiments de Cray, car personne n'aime avoir affaire à Lise en mode combat, mais aucun autre grivé n'est encore de retour. S'il tente de l'arrêter lui-même, Lise pourrait bien tuer Sven, et Cray est donc la seule option restante. Et s'il n'arrête pas Lise, Tino pourrait bien finir par mourir à cause d'elle. Cray pense que Sven exagère parce qu'il est impossible que Lise tue vraiment Tino, mais en ouvrant la porte, il voit Tino allongé sur le sol et Lise sur le point de la tuer parce qu'elle est faible. Furieuse que Tino soit incapable de bouger, elle lève la jambe et s'apprête à lui fracasser le crâne, mais juste avant, Cray l'interrompt. Lise est heureuse de voir Cray, mais elle est au milieu de quelque chose, alors elle lui demande de ne pas la déranger. Elle pense que Tino a beaucoup de potentiel, mais qu'il est si faible et qu'il se plaint de choses comme des os cassés. Lorsque Lise était enfant, elle était beaucoup plus forte que Tino, alors elle ne comprend pas ce qui l'empêche d'avancer. Cray reconnaît que Lise était plus forte que ça à l'âge de Tino, mais Tino a clairement dépassé ses limites pour l'instant, et il suggère donc à Lise d'écourter l'entraînement d'aujourd'hui et de laisser Tino tranquille. Lise s'en prend à Cray et lui demande s'il essaie de l'empêcher d'entraîner Tino, ce à quoi Cray répond par l'affirmative, si bien que Lise accepte et dit qu'elle laissera Tino tranquille pour l'instant. Mais même si Lise est prête à laisser Tino partir, Tino ne veut pas avoir l'air faible devant Cray, alors elle se relève et dit qu'elle peut continuer. À ce stade, Cray ne peut plus rien faire pour arrêter Lise, alors il ferme la porte à clé et dit à Sven et aux autres qu'ils ne pourront pas utiliser la salle d'entraînement pour aujourd'hui. Sven accepte qu'il ne peut rien faire, mais ce n'est pas si mal puisque Tino devient plus fort, ce qui est une bonne chose.
Puisque Cray en a terminé, il s'apprête à partir, mais avant qu'il ne le fasse, Sven l'arrête et lui mentionne que la route du Nord a été envahie par des fantômes. Un groupe de l'Ordre des Chevaliers a été envoyé pour enquêter, mais il a été écrasé. Cray se souvient avoir entendu parler d'un voyageur attaqué par des fantômes près du repère du loup blanc, et maintenant qu'il y pense, il y a vraiment quelque chose qui cloche, et c'est probablement pour cela que Gark veut le rencontrer. Mais il ne veut pas avoir à travailler, alors il aimerait qu'Ark soit là pour s'en occuper à sa place. Ark est intelligent, fort, et les gens lui font confiance en tant que chef et combattant, alors Cray est sûr qu'il sera capable de régler ce problème à son retour. Mais d'ici là, Cray a l'intention de gagner le plus de temps possible pour ne pas se voir confier l'affaire. Sven voit l'air calme de Cray et pense qu'il est déjà en train d'élaborer un plan pour résoudre le problème, mais en réalité, Cray prévoit juste d'envoyer Sven à Gark et espère que Gark lui confiera la mission à sa place. Cray suggère à Sven de se rendre au bureau de Gark et d'accepter une mission puisqu'il ne peut pas s'entraîner aujourd'hui, et il veut aussi que Sven dise à Gark que Cray est trop occupé pour participer à une réunion avec lui. Sur ce, il se lève et s'en va, mais Sven a du mal à comprendre ce que pense Cray. Son cadet ne voit pas ce qu'il y a de si spécial chez Cray parce que, pour lui, Cray ressemble à un chef qui s'assoit et laisse ses subordonnés faire tout le travail à sa place. Sven lui répond que Cray a toujours été comme ça, mais que ce qui est important, c'est qu'il travaille toujours dans l'ombre pour assurer le bon fonctionnement du clan. Il conseille aux juniors de ne pas sous-estimer Cray, car cet homme est un monstre quand il le faut. Dans le bureau de Gark, il vient de recevoir un rapport indiquant que les lignes de lait près de l'antre du loup blanc sont inchangées, mais cela ne répond pas à la question de savoir ce qui cause tous ces incidents. Il veut en parler à Cray, mais son assistant lui dit que Cray est apparemment trop occupé pour le rencontrer, alors Gark a l'intention de rendre une visite personnelle à Cray plus tard pour ne pas éviter le sujet. Il pense que Cray est au courant de l'incident, car il n'entre jamais volontairement dans les chambres fortes, mais a récemment déclaré qu'il s'y rendait pour vérifier la situation, ce qui signifie qu'il doit se passer quelque chose d'important. Cray ne sait rien de tout cela, mais il se passe vraiment quelque chose d'important dans la chambre forte. La tour Akashi qui a mené des expériences, mais en raison des récents soupçons de l'association, elle craint que ses activités ne soient découvertes d'un jour à l'autre. L'appareil qu'ils ont créé exploite l'énorme quantité d'énergie qui circule dans les lignes de lait et la stocke ici, créant ainsi des modifications dans la chambre forte. Si la théorie du grand sorcier est correcte, cet appareil devrait permettre de créer des chambres fortes à volonté. Cependant, les recherches sont encore incomplètes et il ne peut pas se permettre de perdre son laboratoire au profit de l'association. Ses partisans s'interrogent sur l'absence de Sophie Black, qui est chargée de la défense de cet endroit, mais le grand sorcier répond que ce n'est pas de sa faute, car c'est lui qui a approuvé ses congés. Cependant, il a déjà envoyé un message pour qu'elle revienne immédiatement, elle ne devrait donc pas tarder. Il est certain qu'à son arrivée, elle résoudra le problème de l'espionnage de l'association, mais en attendant, le grand sorcier dit qu'ils doivent tous rassembler autant d'informations que possible. Cray fait un cauchemar dans lequel il est question d'une terrible catastrophe causée par la bave de Citri. Lorsqu'il se réveille, il recommence à paniquer parce qu'il ne sait toujours pas à quel point cette bave est dangereuse. Sa panique a également réveillé Lise et Cray ne comprend pas pourquoi elle est là. Mais elle se faufile tout le temps dans son lit, ce qui n'a rien d'anormal pour elle. Puisqu'ils sont tous les deux réveillés, Lise demande si Cray est occupé aujourd'hui parce qu'elle espérait qu'ils puissent sortir ensemble, mais Cray pensait que Lise avait prévu d'entraîner Tino aujourd'hui. Lise dit qu'elle donne à Tino une pause pour guérir de toutes ses blessures. Comme aucun des deux n'a grand-chose à faire aujourd'hui, Cray ne voit pas d'inconvénient à sortir avec Lise, et c'est une bonne occasion pour lui de se changer les idées après le cauchemar qu'il vient de vivre. Pendant ce temps, Gark vient de se présenter pour chercher Cray et la réceptionniste s'étonne qu'il soit venu jusqu'ici, mais Cray continuerait à l'éviter. C'est alors que Cray et Lise descendent et Lise est furieuse de voir Gark ici, car elle ne veut pas que quelque chose vienne gâcher son rendez-vous avec Cray. Gark essaie d'être poli et lui demande ce qui est arrivé à la voûte du palais de la nuit sur laquelle elle devait faire un rapport, mais Lise ignore sa question et commence à l'insulter pour avoir toujours compté sur Cray. Gark commence à perdre patience et lorsque Lise lui donne un coup de pied, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, alors il se retrousse les manches et est prêt à lui donner une leçon. Pendant ce temps, Cray ne veut pas être là et demande à l'assistante de Gark si elle veut monter avec lui. Pendant que Kaina et lui discutent, elle l'informe des résultats de leur reconnaissance. Cray trouve que c'est une bonne chose que les lignes de mana soient normales, mais il est bien plus préoccupé par l'autre problème qui se pose. Kaina est confuse et demande ce que Cray veut dire par l'autre problème, mais Cray ne veut pas lui dire qu'il a libéré un Slim qui pourrait détruire le pays, alors il lui dit que les détails sont encore confidentiels. Il lui dit qu'il aimerait aller enquêter un peu plus, mais qu'il est occupé aujourd'hui et qu'elle devrait peut-être demander à Ark de le faire, surtout parce que Cray ne pourrait jamais s'occuper d'une vraie mission tout seul.
Pendant ce temps, Gark et Lise sont toujours en train de s'affronter en bas, et bien que Gark soit beaucoup plus fort que Lise, elle est beaucoup plus rapide que lui, donc il n'a pas réussi à la frapper. Elle se moque de Gark parce qu'il s'est laissé déboussoler par son travail de bureau, mais cela ne fait que l'exaspérer, et il est prêt à lui jeter tout ce qu'il a sur la tête. Gark était connu comme un chasseur de niveau 7 de première classe avant de prendre sa retraite, et sa force est toujours digne de ce titre, mais Cray dit à Gark et à Lise d'arrêter de se battre avant qu'ils ne détruisent cet endroit. Gark est toujours en colère contre Lise, mais cette dernière se rend immédiatement auprès de Cray et oublie sa dispute avec Gark. Cray et Lise sortent ensemble et Lise remarque que Gark s'est vraiment laissé aller ces dernières années. Cray estime qu'il n'est pas juste de le qualifier de faible, car Lise s'entraîne encore souvent parce qu'elle est en service actif, alors que Gark doit maintenant s'occuper de toute la paperasserie. Cependant, Lise dit qu'il n'y a aucune chance que Gark réussisse à traverser la voûte de la parade nocturne dans son état actuel, alors Cray lui demande si les monstres de cette voûte étaient vraiment si forts. Le reste des Gryvers est toujours dans la voûte de la parade nocturne, mais Cray aimerait qu'il revienne rapidement, car il aurait besoin d'aide pour régler le problème des baveux. À ce moment-là, Lise donne son sac à Cray et part s'attaquer à un type au milieu de la rue. Cray lui demande ce qu'elle fait et elle lui explique que ce type les regardait avec méfiance. Cray estime que ce n'est pas une raison suffisante pour s'attaquer à un type et lui dit de le laisser partir. Il lui demande s'il va bien, mais il s'enfuit et Cray ne sait pas pourquoi. Lise est confuse et se demande pourquoi Cray laisserait s'échapper quelqu'un qui n'a manifestement rien de bon, mais elle se rend compte que Cray a dû l'ignorer intentionnellement parce qu'il a un plan, et elle s'excuse d'avoir agi à la hâte sans lui demander d'abord. Pendant ce temps, le gars trouve le chemin d'une boutique isolée et il fait partie de la tour akashique, mais il ne comprend pas comment il a été repéré puisqu'il les suivait à bonne distance. Le fait que Cray l'ait laissé partir après l'avoir attrapé amène l'homme à supposer que Cray sait tout de leur opération. Le lendemain, Lise est ravie de sortir à nouveau avec Cray, mais ce dernier lui rappelle que cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un rendez-vous, mais de la partie la plus dangereuse de la capitale impériale, et que Cray l'a emmené ici parce qu'il cherche quelque chose. D'après les informations qu'il a obtenues d'Eva, il y a eu de nombreux incidents au cours desquels des personnes ont disparu ici. Bien qu'il puisse s'agir des meurtres et des enlèvements habituels dans la région, Cray craint que ces disparitions aient un rapport avec la bave de Citri, car cela signifierait que les incidents sont de sa faute. De plus, le rapport d'Eva indique qu'il y a un nouveau magasin de glace un peu plus loin. Cray propose donc à Lise et lui d'aller en goûter, et Lise est plus qu'heureuse de l'accompagner. Alors qu'il s'approche du magasin de glace, l'homme d'hier les observe, complètement paniqué. Personne n'aurait dû comprendre que ce nouveau glacier était en fait une base de recherche de la tour akashique, mais Cray a réussi à trouver cet endroit. Le type essaie de se calmer et décide de fermer le magasin jusqu'au départ de Cray afin de préserver le secret de la base, mais avant qu'il ne puisse le faire, Sophia entre dans la pièce. Elle vient de rentrer de mission et voit que le gars est paniqué, alors elle lui demande ce qui ne va pas. Quelques minutes plus tard, Cray et Lise arrivent au magasin de glace, mais le temps qu'ils arrivent, le membre de la tour akashique a déjà fermé l'endroit. Lise est furieuse que le magasin soit fermé, car cela gâche sa chance de déguster une glace avec Cray. Elle est donc prête à défoncer la porte sur le champ, et le membre de la tour akashique panique à l'intérieur. Mais juste avant que Lise ne détruise tout, Cray l'arrête et lui suggère que le magasin n'a peut-être plus de glace et qu'il vaut mieux laisser tomber pour l'instant. De retour au bureau du clan, Lise est déçue de ne pas avoir pu manger une glace avec Cray, mais ce dernier est toujours plongé dans ses réflexions sur la possibilité que la bave de Citri soit encore en liberté quelque part dans la ville, et qu'il doit vraiment faire quelque chose pour y remédier. Il se tourne vers Lise et lui demande quand Citri reviendra de la chambre forte du palais de la nuit, car il a quelque chose à lui dire. Citri n'est pas près de revenir, alors Lise propose à Cray de l'aider du mieux qu'elle peut. Mais ce dont Cray a besoin, c'est d'informations sur une créature magique spécifique, et Lise peut donc l'aider. Eva entre alors dans le bureau de Cray pour l'informer qu'elle a apporté une liste de chasseurs candidats à l'enquête sur le repère du loup blanc. Sven et les autres membres d'Obsidian Cross sont déjà sur place, mais Ark est absent pour le moment, et elle a donc besoin que Cray approuve la liste. Elle tente de la lui remettre, mais Cray ne la regarde même pas car il ne veut pas s'impliquer, et il dit à Eva qu'il lui fait confiance pour qu'elle s'en occupe elle-même. Pendant ce temps, les membres de la tour akashique se réunissent pour discuter du fait que Cray a découvert leur base secrète. L'endroit était parfaitement dissimulé dans un quartier délabré de la ville, mais Cray l'a facilement trouvé. De plus, il a dû faire semblant de croire qu'il s'agissait d'un magasin de glace ordinaire pour leur faire comprendre qu'il avait plusieurs longueurs d'avance sur eux. Comme ils ne connaissent pas les intentions de Cray, tout le monde est paniqué et ne sait pas comment procéder pour aller de l'avant, alors le chef se tourne vers Sophia et lui demande si elle a de bonnes idées. Sophia ne semble pas aussi inquiète que les autres et déclare calmement qu'ils devraient entrer en guerre contre le clan de Kraï. Les autres membres de l'Akashique sont choqués et lui demandent si elle pense vraiment qu'ils ont une chance contre First Steps.
Sophia répond que la tour akashique est le chercheur de vérité et que, quel que soit son adversaire, elle ne doit jamais reculer, même s'il s'agit d'un groupe de chasseurs de haut niveau. C'est d'ailleurs l'occasion pour elle de tester sa nouvelle défense, et s'ils parviennent à anéantir entièrement le groupe de Cray, il n'y aura plus personne pour s'opposer à eux. Le chef trouve son argument convaincant, sans compter que s'ils ont vraiment été découverts par Cray, il est impossible qu'ils s'en sortent sans se battre. Il dit à Sophia qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut, et elle est très heureuse de l'entendre, car cela signifie qu'elle peut enfin s'amuser. Au même moment, Tino s'est enfin remise de sa rencontre presque fatale avec l'entraînement de Lise, et bien qu'elle sache que Lise n'essayait pas vraiment de la tuer, elle a failli ne pas s'en sortir vivante. Alors Tino décide de fêter son rétablissement en se promenant en ville. Elle remarque alors quelques carrosses garés dans la rue et, chose encore plus étrange, la salle du clan est complètement remplie de chasseurs. Elle s'approche de l'un d'entre eux et lui demande de quoi il s'agit. Il lui répond que l'association a organisé un effort commun pour enquêter sur le repère du loup blanc. Même si c'est le cas, Tino pense qu'il y a trop de monde, mais le gars lui dit que Cray voulait initialement envoyer Ark, et que tous ces gens ne sont que des remplaçants pour pallier l'absence d'Ark. Ark est l'un des 7 meilleurs chasseurs au monde. Sans lui, ils ont besoin d'un grand nombre de personnes pour compenser la puissance de feu. Un peu plus tard, Eva amène Cray pour saluer les chasseurs, mais Cray n'a aucune idée de la raison pour laquelle tout le monde est rassemblé ici. Eva lui explique qu'Ark n'est pas là pour s'occuper de l'enquête sur le repère du loup blanc, et qu'elle a donc pris la liberté de rassembler suffisamment de chasseurs pour compenser la force d'Ark. Cray se souvient avoir essayé de confier cette mission à Ark parce que c'est un type sympa qu'il juge fiable, mais il n'aurait jamais imaginé qu'Eva finirait par appeler autant de monde pour le remplacer. Et pour commencer, il n'est même pas sûr d'avoir assez d'argent pour payer tous ces gens, alors il tente de suggérer qu'il devrait diviser le groupe en deux. Tout le monde commence à paniquer, car il est impossible de survivre à une menace du niveau de l'Arche avec seulement la moitié des effectifs, et Cray ne comprend pas pourquoi ils sont si inquiets. Cray demande alors à Eva s'ils ont assez d'argent pour couvrir la récompense de chacun, et elle lui dit de ne pas s'inquiéter, car ils ont déjà demandé des fonds supplémentaires à l'association. Cependant, même si la question de l'argent est résolue, Cray ne se sent pas à l'aise à l'idée d'envoyer tous ces gens dans la voûte alors que la bave de Citri pourrait s'y trouver. Mais comme il n'a pas l'intention de leur expliquer, il accepte de les laisser partir, et si quelque chose de grave se produit, il fera comme s'il n'était pas impliqué. Juste à ce moment-là, Lise arrive et commence à se moquer de tous les chasseurs qui ont peur d'aller dans la voûte avec un petit groupe, et elle affirme que si c'était elle, elle irait seule. En fait, elle va voir Cray et lui propose de prendre la mission à sa place, mais Cray lui dit fermement non. Il sait déjà que s'il confie la mission à Lise, elle entraînera Tino avec elle, et il ne veut pas que Tino subisse cela. De plus, Lise n'a jamais été douée pour travailler avec les autres. Si elle se rendait à la voûte, elle causerait bien plus de tort aux autres groupes qui s'y trouvent. Cray déclare que tout le monde ici, à part Lise, va s'occuper de la mission, et Eva demande alors si cela signifie qu'il va également participer à la mission. Les chasseurs l'entendent et sont tout excités, car si le maître de clan de niveau 8 se joint à eux, la mission se déroulera beaucoup mieux, mais Cray ne veut vraiment pas se joindre à eux. Comme tout le monde insiste, il dit qu'il se joindra à eux, mais il prétexte une affaire urgente à régler, laissant Sven à la tête du groupe jusqu'à ce qu'il les rejoigne plus tard. Cependant, il n'a pas l'intention de se montrer avant que la mission ne soit presque terminée. Pendant ce temps, dans l'antre du loup blanc, Sven et les autres membres d'Obsidian Cross sont déçus par la difficulté de la voûte. Bien que la force moyenne des monstres ait augmenté, elle reste relativement faible, et ils ne savent pas vraiment pourquoi ils ont été envoyés ici. De retour à l'association, tout le monde se prépare à partir, et Lise supplie toujours Cray de la laisser partir en mission avec lui, mais il reste ferme sur sa décision. Il sait que Lise s'y rendra de toute façon s'il la laisse seule, alors il lui dit qu'il a un autre travail pour elle en attendant, ce qui semble la réconforter un peu. Avant que le groupe ne parte, le capitaine temporaire s'adresse à Cray et lui demande s'il a un conseil à leur donner avant qu'ils ne partent. Cray réfléchit un instant et lui dit que s'il rencontre une créature visqueuse, il doit la traiter avec la plus grande prudence. Le gars ne pense pas qu'il y ait la moindre chance que le groupe tombe sur une créature visqueuse dans la voûte de White Wolf, mais il dit qu'il gardera le conseil de Cray à l'esprit. De retour à la base de la tour akashique, Megus est fou de rage de voir l'association s'en prendre à lui en si grand nombre. Mais s'ils ont l'intention de se mettre en travers de ses recherches sur les monomatériaux, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour les écraser. Les membres de la tour sont inquiets car leurs adversaires ont les âmes en peine de leur côté, mais Sophia leur dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter car son système de défense a été spécialement conçu pour repousser ce genre d'attaque. De plus, il n'y a actuellement que 3 âmes en peine dans la capitale, Cray, Lise et Citri. Lise peut être facilement maîtrisée en créant des contre-mesures contre ses attaques physiques, et Cray est le stratège de l'équipe, il ne peut donc pas utiliser pleinement ses compétences sans la présence de ses autres coéquipiers. Le seul vrai problème est Citri. Sophia a pris des mesures pour s'assurer que l'alchimie de Citri ne sera pas efficace contre eux, mais Sophia a une dent contre Citri, et quoi qu'il arrive,
elle est déterminée à l'écraser. Elle explique à Mögus que Citri a fouillé dans ses recherches depuis qu'elle a trouvé sa thèse, et Sophia trouve cela impardonnable. Elle demande donc la permission d'utiliser tout ce qu'ils ont créé jusqu'à présent pour arrêter Citri. Mögus accepte, disant que Flick et tous les autres membres doivent suivre les ordres de Sophia quoi qu'il arrive. Ce que Flick n'est pas heureux d'entendre puisqu'il n'aime pas Sophia, mais il s'y plie pour le bien de leur mission. Ailleurs dans le repère des loups blancs, l'équipe de Sven commence à penser qu'il était inutile de venir ici puisqu'ils n'ont rien trouvé d'anormal. Ils font confiance au jugement de Sven, mais il semble que Cray les ait envoyés ici sans raison. Sven comprend qu'il puisse penser cela, mais il est sûr que Cray a une bonne raison de l'envoyer ici. À ce moment-là, Sven reçoit un message relayant l'avertissement de Cray au sujet d'une bave et le prend très au sérieux. Alors il demande à Emmerich d'actionner le sifflet d'urgence. Tous les chasseurs de la chambre forte entendent le coup de sifflet et sortent immédiatement, mais lorsqu'ils découvrent que le coup de sifflet a été donné à cause d'une bave aléatoire, ils sont furieux. Ils trouvent ridicule que Sven croie aveuglément toutes les informations de Cray, mais Sven a de bonnes raisons de faire confiance à Cray. Il ne sait pas quel danger cette bave inconnue peut représenter, et Sven pense donc qu'il est plus prudent d'attendre l'arrivée des renforts avant de poursuivre l'enquête. Les autres chasseurs pensent toujours que c'est ridicule, car ils croient qu'une bave n'apparaîtrait jamais dans une voûte comme celle-ci, mais puisque c'est un avertissement de Cray, Sven est sûr qu'il est exact. Par le passé, Cray l'a invité au hasard à une fête pour admirer des fleurs, mais lui a aussi demandé d'apporter ses armes sans raison particulière. À l'époque, Sven n'y comprenait rien, mais lorsque le groupe a commencé à observer les fleurs, la chambre forte s'est manifestée à l'endroit même où il se trouvait. Le fait que Cray l'ait prédit a convaincu Sven que Cray devait être capable de voir l'avenir. Dès lors, même si les instructions de Cray sont farfelues, Sven obéit au doigt et à l'œil. De retour au bureau de Cray, Lise le harcèle car elle veut vraiment savoir quelle mission spéciale il a prévue pour elle. Mais Cray n'a rien, il a juste inventé l'excuse pour qu'elle reste ici, mais maintenant il ne sait plus quoi dire. À ce moment-là, Lise entend quelqu'un à la porte de Cray. Il s'agit de Citri, qui vient de rentrer en ville. Elle n'était pas censée revenir avant un certain temps, mais elle a le mauvais pressentiment qu'une puissante organisation est sur le point de faire un grand coup, et elle veut donc offrir son aide. Le Slim de Citri a été créé pour améliorer la capacité du Slim à s'adapter à son environnement, mais l'expérience s'est avérée dangereuse et ratée. Elle est sûre que Cray sait que son Slim s'est échappé, mais elle lui assure qu'elle a fait en sorte qu'il ne s'attaque ni à elle ni à Cray, mais que tous les autres sont des proies faciles. Elle sait qu'il s'est échappé, mais elle essaie toujours de comprendre comment il a pu sortir de la chambre forte de Cray. Elle mène une petite enquête et arrive à la conclusion que le Slim a dû apprendre à ouvrir le coffre tout seul pendant que Cray n'était pas là et qu'il s'est faufilé par le tuyau d'évacuation de la baignoire. Cray panique intérieurement car Citri vient de confirmer que le Slim pourrait très bien détruire toute la capitale s'il était laissé en liberté. Citri lui dit qu'elle va s'occuper de la situation avec le Slim, mais qu'il y a autre chose dont elle veut parler. De retour au repère des loups blancs, des renforts sont arrivés et Sven vient d'apprendre que Cray veut qu'il prenne la tête du groupe. Il est déçu que Cray ne vienne pas, mais on lui dit que Cray a emmené Lise et Tino dans une mission séparée, alors Sven ne peut pas se plaindre, d'autant plus qu'il n'aura pas à s'occuper de Lise si elle est avec Cray. Il attire l'attention de tout le monde et dit qu'il organise une réunion stratégique pour parler de l'avertissement donné par Cray. Il leur demande si l'un d'entre eux a déjà combattu un Slim de front ou s'il a apporté quelque chose qui puisse vaincre un Slim. Mais affronter un Slim est la dernière chose qui préoccupe la plupart des chasseurs, alors ils n'ont que leur équipement habituel, à l'exception de ce type au fond qui a apporté une boîte de répulsif à Slim, mais à part lui, ils ne sont pas particulièrement préparés à cette situation. Les gens ne prennent toujours pas la menace des limaces au sérieux, car elles sont plutôt inoffensives. Cependant, Cray a dit qu'il ne s'agissait pas d'une bave ordinaire, donc ils n'ont aucune idée de ce dont elle est vraiment capable. Guin pense toujours qu'il est stupide d'avoir si peur d'un simple Slim, alors il essaie de convaincre tout le monde de repartir, mais ils commencent tous à le regarder de travers parce qu'ils savent que les impatients comme lui sont toujours les premiers à mourir dans ce genre de situation. Sven ne veut même plus discuter avec Guin, il a fait son travail et l'a prévenu, alors si Guin veut aller là-bas et finir dans la rubrique nécrologique de la semaine prochaine, il est plus que bienvenu. Personne ne prend son parti, et à ce stade, il serait gênant qu'il y aille seul, alors il les traite tous de stupides pour avoir cru aveuglément Cray, même s'il n'est pas là, et se faufile à l'arrière de la foule. Une fois Guin hors de vue, une fille dans la foule prend la parole et dit qu'elle a quelque chose d'important à partager. Elle s'appelle Talia Whitman et c'est une alchimiste qui a travaillé aux côtés de Citri dans le laboratoire du clan pendant un certain temps. Elle et Citri faisaient des recherches pour déterminer les limites de ce qu'il est possible de faire avec un Slim. Sven lui demande si elle connaît des faiblesses qu'un Slim pourrait avoir, et Talia fouille dans son sac et en sort un tube contenant une drogue qui tue les Slims. Elle et Citri l'ont fabriqué spécifiquement pour les Slims, donc il ne tuera rien d'autre, et s'il est utilisé sur le Slim dont ils ont été avertis, il y a 99% de chances qu'il le tue. Pendant ce temps, à la base de la tour akashique,
Mögus et les autres membres se préparent à défendre leurs recherches jusqu'à la mort, et Sophia est sûre qu'ils ne perdront pas cette bataille. Ils n'ont affaire qu'à une centaine de chasseurs, et les forces dont ils disposent suffiront amplement à les anéantir. En haut, maintenant qu'ils ont une police d'assurance contre le mystérieux Slim, Sven donne le feu vert à tout le monde pour retourner dans la chambre forte, mais il leur rappelle qu'ils doivent rester prudents, partager les informations, et par-dessus tout, s'assurer qu'ils reviendront en vie quoi qu'il arrive. Après une journée entière d'exploration de la chambre forte, Sven est un peu déçu car ils n'ont rien trouvé d'inhabituel dans la chambre forte à part les chevaliers loups, et les gens commencent à se demander si Cray ne s'est pas trompé dans sa prédiction cette fois-ci. Sven fait toujours confiance aux déclarations de Cray, mais s'il ne se passe vraiment rien ici, ils peuvent s'estimer heureux, car ils n'auront pas à risquer leur vie. Guin revient bientôt de la chambre forte, et il est plutôt content de lui car, jusqu'à présent, il semble qu'il avait raison de dire qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, et il se moque une fois de plus de Sven qui a cru aveuglément Cray. Sven comprend pourquoi Guin pense que Cray avait tort, mais il ne veut pas entendre d'autres plaintes de sa part tant que la mission n'est pas officiellement terminée, alors Guin commence à s'en aller. Avant qu'il ne parte, Sven lui rappelle de ne pas s'éloigner seul pour des raisons de sécurité, mais à ce stade, Guin n'a plus envie d'écouter Sven, alors il part seul faire ce qu'il veut. Si vous avez déjà vu un film d'horreur, vous savez ce qui va se passer. Guin est tout seul dans les bois quand, tout à coup, il entend un loup hurler au loin. Il a déjà enfreint une règle des films d'horreur en étant seul. Il décide donc de ne pas appeler de renfort avec son sifflet et commence à se diriger vers le bruit. Alors qu'il se rapproche du point d'origine, Guin trouve le chevalier loup géant enchaîné au sol et 2 membres de la tour akashique tenant une seringue suspecte. Ils sont en train de dire du mal de Sophia et de se plaindre qu'elle est la subordonnée préférée de Mögus, même si elle ne peut pas utiliser la magie comme eux. Une fois qu'ils ont terminé, ils décident d'achever la procédure et s'apprêtent à injecter la seringue au loup, mais heureusement, Guin n'attend pas que les méchants aient terminé leur plan et attaque immédiatement. Grâce à sa grande force physique, il peut facilement dominer un magicien qui n'est jamais allé à la salle de sport. Mais l'autre magicien lance une boule de feu sur lui, ce qui oblige Guin à la bloquer avec son bouclier, puis à assommer le magicien. Il a beau avoir bloqué la boule de feu avec son bouclier, la chaleur était tout de même assez intense, et une bonne partie de son bras a subi des brûlures. Le magicien maigre se remet rapidement sur pied, alors Guin s'approche de lui, l'attrape par le col et lui donne un coup de poing au visage. Le magicien n'arrive pas à croire qu'un chasseur se trouve par hasard dans la région. Il demande alors si c'est Cray qui lui a dit de venir ici, mais Guin lui répond que Cray n'est pas là aujourd'hui. Le second magicien l'entend, et comme Cray n'est vraiment pas là, il est persuadé que leur plan se déroulera comme prévu. Guin a également oublié de noter l'aiguille suspecte. Le magicien l'utilise donc pour injecter le loup et, tout à coup, le loup commence à se dissoudre. Les magiciens expliquent qu'il est diabolisé de force pour attaquer les personnes ayant une forte concentration de mana, et en ce moment, la personne ayant la plus forte concentration de mana est Guin. En voyant le loup se transformer en bave, Guin se rend compte que la situation est vraiment grave et décide finalement de donner un coup de sifflet. De retour au camp, Sven perçoit le son du sifflet, même s'il est très éloigné. Il ordonne immédiatement à tout le monde d'être en état d'alerte et les emmène tous dans la forêt d'où est venu le son. Ils ne savent toujours pas quelle est l'urgence, alors ils se préparent à tout ce qui pourrait leur arriver. À ce moment-là, Guin sort de la forêt en courant et les avertit de se préparer, car Cray avait raison au sujet de la bave dangereuse, et elle est en route pour nous en ce moment même. Quelques instants plus tard, le loup visqueux émerge de la forêt, et il ne ressemble à aucun autre monstre visqueux que Talia a vu auparavant, mais Sven dit à tout le monde de rester calme et de distraire le monstre car ses mouvements sont trop lents pour les attraper. Il tire une flèche sur les pattes du monstre pour essayer de le ralentir, mais cela ne lui fait absolument rien, pas plus que les sorts des utilisateurs de magie. Au moins, le loup visqueux est distrait, et Sven dit à Henrik d'aller soigner les blessures de Guin. Pendant qu'Henrik le soigne, Sven demande à Guin ce qui s'est passé. Guin explique qu'il était dans les bois et qu'il a vu 2 types bizarres qui préparaient quelque chose. Ils ont injecté à un chevalier loup un étrange liquide incandescent qui s'est ensuite transformé en une dangereuse bave. Sven tente de lancer un barrage de flèches sur la bave, mais il semble que les attaques physiques et magiques soient inefficaces contre elle, de sorte qu'ils n'ont aucun moyen de la combattre normalement. Néanmoins, Sven refuse de battre en retraite tant que ce n'est pas absolument nécessaire, car ils ne peuvent pas laisser un tel monstre en liberté. Il demande à tout le monde de se concentrer sur l'esquive et d'attirer l'attention de la chose pendant qu'il court vers Talia et lui demande de lui donner le médicament anti-bourbe. Elle lui dit qu'au contact de la drogue, la bave devrait s'autodétruire instantanément. Sven court pour attirer l'attention du Slim, et alors qu'il se jette sur lui, il laisse tomber la fiole de médicament sur le sol et s'esquive, ce qui amène le Slim à marcher sur le médicament et à en recevoir une forte dose. Lorsque la drogue se disperse dans son corps, le Slim commence à faire des bulles, mais malheureusement, il revient à la normale comme si rien ne s'était passé. Si la drogue n'a eu aucun effet sur lui, il ne doit pas s'agir d'un vrai Slim.
C'est alors qu'ils se souviennent que les mots exacts utilisés par Cray étaient qu'il pourrait y avoir un monstre visqueux. Donc bien qu'il ressemble à un slime, il réagit aux choses très différemment. Juste à ce moment-là, Citri arrive derrière le groupe et leur dit que la raison pour laquelle leurs attaques ne fonctionnent pas est que le monstre est protégé par une énergie magique. Sven ne s'attendait pas à la voir arriver, il demande donc pourquoi Citri est venu ici, et Citri explique que c'est Cray qui l'a envoyé ici car, selon ses propres mots, les choses pourraient devenir dangereuses. Une énorme quantité d'énergie magique tourbillonne autour du corps du monstre, ce qui permet de dévier les flèches et de contrer la magie. Cette chose est donc plus forte que presque tous les monstres que l'on peut trouver dans un coffre de niveau 8. Le fait que son corps ait été dissous signifie qu'il doit convertir le mana en énergie magique, et puisque c'est le cas, il essaiera de récupérer le mana perdu en dissolvant les personnes ayant un haut niveau de mana, et c'est pourquoi il attaque Citri en ce moment. Une fois tous ces faits exposés, Citri détermine qu'il s'agit d'une expérience ratée, et elle sait exactement comment y remédier. Elle fouille dans son sac et en sort une fiole de métal anti-mana qu'elle a toujours sur elle. Elle la lance sur le monstre et Sven lui décoche une flèche qui explose et détruit la tête du monstre. Alors que le reste du corps du monstre commence à s'éroder, Gark arrive, mais il est déçu d'apprendre qu'il a manqué tout le combat. Gark est celui qui a conduit Citri ici, et elle dit qu'elle a des informations précieuses à partager avec Sven, car elle sait ce qui se passe ici et qui est derrière tout ça. Pendant ce temps, dans le repère de la tour akashique, Megus est sous le choc d'apprendre que Citri a vaincu un monstre démoniaque et qu'elle a pu voir les effets de sa potion aussi facilement. En haut, Citri informe tout le monde du travail que Megus a effectué en coulisses, mais ils ont du mal à le croire car Megus a été banni pour l'éternité il y a longtemps. Citri savait qu'il serait difficile de le prouver, c'est pourquoi elle surveillait secrètement le travail de Megus. Elle a des raisons de croire que les événements étranges qui se produisent dans la chambre forte et le monstre visqueux sont le résultat de ces expériences. Mais ces expériences nécessitent beaucoup de matériel, donc ce groupe doit avoir une base souterraine dans le coin, et Megus est prêt à tout pour défendre ses recherches, donc il doit déjà se préparer à la bataille. Ils vont interroger le magicien assommé par Gain, pour voir s'ils peuvent lui soutirer des informations. Mais si Megus a réussi à fabriquer un de ces monstres baveux, il va en envoyer d'autres à leur trousse. Normalement, ce ne serait pas un problème avec le métal anti-mana de Citri, mais elle n'en a apporté qu'un seul avec elle car elle ne s'attendait pas à rencontrer un tel monstre. Malgré tout, elle pense qu'ils peuvent gagner, car si elle parvient à analyser le monstre, elle pourra créer une arme biologique contre lui. Elle n'a pas une grande force de frappe, elle aura donc besoin de tout le monde pour la protéger pendant qu'elle travaille. Mais avec autant de chasseurs, cela ne devrait pas être trop difficile. Au même moment, Lise essaie toujours de convaincre Cray de la laisser aller aider sa sœur, puisque Citri ne peut pas se battre seule, mais Cray lui dit que Citri ira bien et qu'il ne laissera pas Lise partir. Flick apprend que Sophia veut qu'ils envoient les monstres mutants un par un, mais cela lui semble stupide car cela facilitera la défaite des fantômes. Il ordonne donc aux autres de la contacter immédiatement et lui demande pourquoi elle a donné un ordre aussi ridicule. Malheureusement, elle est partie inspecter son système de défense et ne répond pas à leurs appels. Megus a donné à Sophia les pleins pouvoirs pour commander les forces de la tour akashique, ils sont donc censés suivre ses instructions. Mais cette bataille sera leur dernier combat contre l'association, ils ne peuvent donc pas se permettre de perdre juste parce que Sophia a donné des instructions absurdes. C'est pourquoi Flick décide d'ignorer complètement les ordres de Sophia et d'envoyer les monstres d'un seul coup, car quel est le pire qui puisse arriver? De retour au camp de l'association, les 2 membres qui ont été capturés sont interrogés par Citri. Elle veut faire preuve de diplomatie et leur demande gentiment de donner l'emplacement de leur chef afin qu'ils puissent être abattus facilement. Mais les membres restent dévoués à leur cause et refusent de moucharder. Citri savait déjà qu'il ne lui dirait jamais ce qu'elle veut savoir, c'est pourquoi elle a apporté une potion qui devrait les rendre un peu plus enclins à parler. Elle s'apprête à leur faire avaler la potion de force, mais les officiels présents l'en empêchent immédiatement, car il s'agit clairement d'une potion de lavage de cerveau. Elle perturbe la conscience, peut effacer les souvenirs ou même forcer les gens à devenir des esclaves obéissants. Elle a donc été interdite il y a des années, et si Citri l'a en sa possession, elle est en fait coupable d'un crime de guerre. Gark intervient et dit qu'il comprend que Citri veuille obtenir des réponses le plus rapidement possible, mais l'association n'est pas une organisation criminelle, et les crimes de guerre ne sont pas acceptables. Citri s'excuse et dit que ce n'était qu'un malentendu, mais comme le fait de posséder la potion de lavage de cerveau pourrait lui attirer beaucoup d'ennuis, elle décide de la boire pour détruire les preuves. Tout le monde est choqué qu'elle fasse une chose pareille, mais elle est pratiquement immunisée contre tous les effets de la potion, donc elle s'en sortira. Elle est bien plus préoccupée par le fait que l'ennemi a commencé à bouger. Un autre monstre visqueux géant se dirige vers eux, et Sven demande à Citri comment ils vont s'y prendre. Elle lui répond que le monstre peut avoir plusieurs barrières magiques différentes, et qu'ils doivent donc trouver quel élément est efficace contre celle-là. Elle ordonne aux chasseurs munis de boucliers de se tenir à l'avant et d'essayer de bloquer les attaques du monstre afin de déterminer le type de champ de force qu'il utilise.
Consciente du danger que cela représente, elle demande à l'homme au bouclier de le lâcher dès qu'il entre en contact avec le monstre, afin de ne pas se faire tuer. Henrik se prépare et suit les ordres de Citri. À la seconde où le monstre touche son bouclier, celui-ci est projeté au loin, ainsi qu'une bonne partie de son bras. Citri demande alors au mage de ralentir le monstre avec des attaques magiques, mais toutes les boules de feu qu'il tire sur le monstre sont déviées, et Citri en déduit que le monstre doit avoir un champ de force rotatif qui détruit tout d'un simple contact. Cela signifie que les combattants de mêlée n'ont aucune chance contre lui, donc malgré sa force, Gark est pratiquement inutile ici. Il demande s'il devrait simplement reculer et attendre qu'il n'y ait plus de mana, mais Citri lui dit que cela ne marchera pas car, avec la quantité de mana que cette chose a déjà, elle pourrait facilement continuer à se déchaîner pendant encore 1 heure ou 2. Elle pense qu'il devrait pouvoir franchir la barrière du monstre s'il concentre une attaque assez puissante sur sa barrière, mais cela va être difficile à réaliser car aucun des mages présents n'est assez fort pour le faire. À ce moment-là, un autre monstre visqueux apparaît, et tous les membres de l'association commencent à s'inquiéter car ils ne peuvent pas faire face à 2 monstres à la fois, mais Citri leur dit qu'ils peuvent se retirer pour l'instant car il semble que les gens de la tour akashique soient de parfaits idiots. Soudain, le monstre rouge se désintéresse des chasseurs et se tourne vers le monstre bleu. Les 2 monstres se mettent alors à boxer. Gark ne comprend pas ce qui se passe. Alors Citri explique que la seule raison pour laquelle les monstres attaquent les chasseurs est qu'ils utilisent le matériel de mana des chasseurs pour se réapprovisionner en mana, donc si on leur présente un autre monstre fait de mana pur, ils l'attaqueront naturellement à sa place. Envoyer tous les monstres baveux en même temps était une décision incroyablement stupide. Pendant que tous les monstres baveux se battent entre eux, Mögus organise une réunion avec les membres de la tour akashique. Il se souvient avoir spécifiquement dit à Flick que les instructions de Sophia devaient être respectées quoi qu'il arrive, mais Flick a agi de son propre chef, ce qui leur a fait gaspiller toutes leurs potions de mutants baveux. Sophia est particulièrement furieuse qu'il ait cru pouvoir trouver un meilleur plan qu'elle, compte tenu de son QI thermique grossier. Flick est furieux de cette insulte, mais il ne peut rien dire car c'est entièrement de sa faute. Mögus décide de pardonner l'incompétence de Flick et dit que ce n'est pas grave puisque les monstres baveux n'étaient pas les seules armes qu'ils avaient dans leur arsenal. Mais il n'est pas sûr de la marche à suivre et demande à Sophia si elle a de bonnes idées. Sophia lui explique que la situation a changé car non seulement Citri est apparu sur le champ de bataille, mais aussi Gark, un ancien chasseur de niveau 7, et même s'il est à la retraite depuis longtemps, il est sans aucun doute toujours l'un des vrais héros. Maintenant qu'ils ont perdu les monstres baveux à cause d'un certain idiot, la bataille va être beaucoup plus difficile. De plus, 2 de leurs membres ont été capturés, et Citri ne va pas tarder à les faire parler. Flick hurle que ces 2-là sont des membres loyaux de la tour akashique et qu'il est donc hors de question qu'ils mouchardent, et même si Sophia veut bien le croire, ces 2-là sont plutôt stupides, et Citri a plusieurs méthodes pour soutirer des informations, mais même sans crime de guerre pour obtenir des aveux, elle sera toujours capable de tracer leur base tôt ou tard, donc la seule façon de gagner est de faire le premier pas. Sophia suggère d'utiliser les mangeurs de malice dont ils disposent pour dominer les chasseurs, puis d'attirer les survivants à leur portée pour les anéantir à l'aide d'un atout. Mögus pense que c'est une bonne idée, mais les mangeurs de malice ne sont encore que partiellement entraînés, il leur faudrait donc quelqu'un pour aller les commander. Sophia propose donc à Flick de le faire car il doit se rattraper de sa précédente erreur. Flick est de nouveau en colère, mais il ne peut pas refuser et promet qu'il obtiendra de bons résultats cette fois-ci. De retour au camp de l'association, Talia pense à Citri et à son génie naturel depuis le premier jour, faisant toujours tout ce qu'il faut pour découvrir la vérité, même si c'est difficile ou à la limite de l'illégalité. Talia respecte les compétences de Citri, mais elle a aussi un peu peur de ce dont Citri est capable, et elle est jalouse de ne jamais pouvoir atteindre le même niveau de réussite. En marchant, Talia finit par tomber sur Sven, qui entame une conversation avec elle sur le monstre qu'ils ont affronté plus tôt dans la journée. Il est dommage que la potion anti-bourbe qu'elle a apportée n'ait pas été efficace, mais il ne pouvait pas faire autrement puisqu'il ne savait pas que le monstre serait une créature baveuse artificielle, alors il lui dit de ne pas se sentir mal à ce sujet. Talia dit qu'elle va bien, mais il y a autre chose que Sven se demande, parce que les 2 membres de la tour akashique ne cessent de la fixer, alors il lui demande s'il y a une raison à cela. Talia répond qu'elle n'a aucune idée de la raison pour laquelle il s'intéresse à elle, et Sven en déduit que c'est parce qu'elle a des cheveux roux très particuliers. Un peu plus tard, Gark va voir Citri, qui a travaillé dur toute la nuit, et lui dit qu'elle n'a pas besoin de se surpasser car, en fin de compte, il ne s'agit que d'une enquête. Même s'ils ne trouvent pas tout de suite la cachette de la tour akashique, ils pourront toujours revenir plus tard pour terminer le travail. Cependant, avant même que Gark n'ait fini de parler, Citri lui annonce qu'elle a trouvé l'emplacement général de la tour akashique. Une réunion est convoquée et tout le monde est rassemblé pour que Citri fasse part de la conclusion à laquelle elle est parvenue. En se basant sur la densité des matériaux mana et sur les endroits où les monstres visqueux sont apparus, elle en a déduit que la base de la tour akashique devait se trouver quelque part dans les falaises. Elle se retourne et demande au prisonnier si elle a raison,
et ces deux-là seraient terribles au poker car ils commencent à dire frénétiquement à Citri qu'elle a tort, mais cela ne fait que confirmer qu'elle est dans la bonne direction. Maintenant qu'ils savent où se trouve la base, Citri suggère qu'ils pourraient faire le premier pas et attaquer avant que la tour akashique ne réussisse à s'échapper. Les prisonniers de la tour akashique commencent à crier à Sophia de se dépêcher et d'enlever la monture car ils ne peuvent pas laisser les chasseurs atteindre leur base. C'est la première fois que les chasseurs entendent parler de Sophia, et ils se demandent de qui il s'agit. Citri explique que Sophia est en fait son ennemi juré. Peu importe le nombre de fois où Citri a essayé de la trouver, Sophia a toujours réussi à échapper à la capture. Et, même si elle déteste l'admettre, Sophia est une brillante alchimiste. Si elle n'est pas arrêtée aux côtés de Mögus, ce type de recherche ne cessera jamais. Les deux prisonnières disent à Citri que Sophia ne perdrait jamais contre elle car, même si elles ne l'aiment pas, elles reconnaissent que Sophia est incroyablement douée et qu'un échec de niveau 2 comme Citri n'aurait aucune chance contre elle. Citri ne nie pas qu'elle est un échec, mais c'est précisément pour cela qu'elle veut faire tout ce qui est en son pouvoir pour rattraper ses erreurs passées et envoyer Sophia en prison. Ailleurs dans la forêt, Cray, Lise et Tino se dirigent vers le repère des loups blancs, et il semble que Lise l'ait finalement convaincu de s'impliquer. Elle le presse de se dépêcher pour qu'il puisse t'aider avant que Citri ne soit tué, mais Cray ne pense pas qu'ils doivent s'inquiéter pour Citri. Il s'inquiète plutôt pour sa propre vie, car il n'a pas eu le temps de charger la plupart de ses reliques et il n'a plus d'anneau de sécurité, si bien qu'il mourra si les touchés ne serait ce qu'une fois. Tino lui dit qu'il se rapproche de l'antre du loup blanc, mais il fait si sombre que Cray ne voit presque rien et n'a aucune idée de l'endroit où il se trouve. Tino essaie de profiter de l'occasion pour tenir la main de Cray, mais Lise refuse catégoriquement de laisser quelqu'un d'autre qu'elle toucher Cray. Citri informe Gain que Cray a dit qu'il ne pourrait pas venir aider, et Gain est un peu déçu car il espérait avoir la chance de le rencontrer maintenant qu'il comprend à quel point Cray est génial. Citri dit à Gain que Cray est le meilleur chasseur du monde et qu'elle ne serait pas surprise s'il parvenait un jour à atteindre le niveau 10. C'est alors qu'un coup de tonnerre retentit et que, dans la seconde qui suit, un éclair est envoyé directement sur Citri et le reste de l'équipe. Le responsable est flic, et il est très fier d'avoir vaincu tous les chasseurs, à tel point qu'il quitte sa position surélevée et descend au sol pour se réjouir des corps incapables des chasseurs. Mais cette décision est stupide, car Citri n'a pas été touchée par l'explosion. Elle ne pensait pas que quelqu'un de la tour serait assez imprudent pour utiliser un sort à zone d'effet alors qu'il a des otages, mais il semble qu'elle se soit trompée. Flick n'arrive pas à croire qu'elle est encore debout après avoir été touchée par son attaque de tonnerre, mais elle doit souvent faire face à des sorts de ce niveau lorsqu'elle part en chasse avec le reste des âmes en peine, alors elle a toujours des contre-mesures prêtes, juste au cas où. Elle porte également un pistolet de soin pour la même raison. Elle tire donc sur Sven pour l'aider à récupérer et, une fois remis sur pied, il fonce sur Flick. Il n'en faut pas plus pour assommer Flick, mais le mangeur de malice est bien plus coriace. Sven est donc mis à terre, mais juste avant que le monstre ne le tue, Gark s'interpose et l'achève d'un seul coup. Lorsque la nouvelle parvient à Mögus, il est plus furieux que jamais car Sophia a dit à Flick d'attaquer en utilisant tous les mangeurs de malice, mais il a désobéi et n'en a pris qu'un seul. Tout comme les parents de Flick, Mögus est très déçu par ce dernier. Les autres membres de la tour akashique lui disent qu'il doit s'enfuir avant que les chasseurs n'arrivent, car ses précieuses recherches doivent être poursuivies, mais Mögus insiste pour rester, car ils ont toujours leur arme secrète, Akasha. De plus, en tant que chef, il est de son devoir de se battre à leur côté jusqu'à la fin. Pendant ce temps, l'équipe d'enquêteurs est enfin arrivée devant la grotte où se trouve la base de la tour akashique. Ils prévoient d'entrer et d'attaquer avant que la tour akashique n'ait une chance de les attaquer. Sven et Citri comptent donc sur Gark pour leur ouvrir la voie. C'est la fin de l'épisode 8. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.